Ravi de vous accueillir à ce webinaire de présentation de la nouvelle publication du Shift Project sur la mobilité bas carbone, qu'on a sobrement intitulé Décarboner la mobilité en vallée de la Seine. Ce soir, on va faire un focus Normandie avec des intervenants du coup plutôt normands. On avait déjà présenté la semaine dernière ce rapport en faisant d'ailleurs un focus plus francilien, puisque l'étude se concentre à la fois sur sur la vallée de la Seine et donc à la fois Île-de-France et Normandie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Shift Project, le Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. On est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général et notre mission est d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique. Voilà, la publication d'ailleurs est déjà en ligne sur notre site theshiftproject.org. Donc c'est une étude qui rejoint l'actualité récente puisqu'elle fait écho positivement aux mesures qui sont préconisées par la Convention citoyenne pour le climat dans le climat d'ailleurs qu'on connaît actuellement avec des débats très très intenses sur le sujet. J'espère que Grégoire Frati, l'un des 150 conventionnaires, pourra nous en dire plus ce soir. Et publication qui est d'autant plus d'actualité qu'elle vise à nourrir le débat public en vue des prochaines élections régionales. Voilà, donc avant de passer la parole à Monsieur Legentil pour l'introduction, je vais juste exposer le déroulé. Donc on va avoir une introduction par Fabrice Legentil, qui est directeur régional Normandie de l'ADEME. ADEME qui a soutenu cette étude. Ensuite, on va voir les auteurs du rapport, Nicolas et Paul, qui vont présenter le rapport, qui vont présenter l'étude, ainsi que Laura Foglia qui va mettre l'étude en perspective avec le guide pour une mobilité quotidienne bas carbone qui a été publié en février dernier. Ensuite, on va avoir une session de Q&A, donc de questions-réponses. Donc pour cela, je vous invite à poser d'ores et déjà vos questions dans l'onglet Q&R qui est au bas de votre écran. Donc vous pouvez dès à présent les écrire. Elles seront posées, on essaiera d'en prendre un maximum et de les poser aux intervenants. S'en suivra ensuite une table ronde animée par Mathieu Ozano qui est directeur du Shift et qui présentera lui-même les intervenants et intervenantes. On aura ensuite une dernière session de questions-réponses. Donc toujours pareil, même procédé, vous mettez les questions en bas de votre écran. Et enfin, Monsieur le Préfet François Philizot conclura ses réjouissances. Voilà, donc sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Fabrice Legentil. Oui, bonjour, merci de donner la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de passer ce moment avec vous et de pouvoir introduire cette étude, comme vous l'avez dit, qui porte sur la décarbonation de la mobilité en vallée de Seine. Elle est soutenue, vous l'avez rappelé, dans le cadre de cette AMI Transition écologique et valorisation économique et bénéficie à ce titre d'un financement. L'ADEME apporte en partie une partie de ce financement en tant qu'opérateur de l'État. Difficile d'introduire un tel sujet sans rappeler le lien entre la mobilité des périphéries urbaines et les tensions sociales en 2018, la crise des Gilets jaunes. La mobilité se retrouve encore plus récemment liée aux modifications brutales des pratiques de vie liées au confinement de la Covid-19. Évidemment, j'aurais préféré que nous soyons autour d'une table en présentiel, c'est plus convivial, mais l'essentiel est que nous disposions de ces conclusions pour les transmettre aux décideurs et au plus grand nombre, les partager. Donc, c'est la visio qui nous permet aujourd'hui et c'est une partie intégrante du sujet. Donc ça tombe aussi à point, nommé. Donc, alors, je n'ai pas lu l'intégralité du rapport qui est très riche, hein, pour être très franc, très honnête avec vous. Les membres de nos équipes travaillent avec vous. Donc, moi, je n'ai pas lu le rapport en entier, mais néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que par sa méthodologie et son ambition, il fera date, je le pense, en vallée de Seine. Ce rapport est extrêmement important à plusieurs titres. Tout d'abord parce que le secteur des transports, vous n'êtes pas sans le savoir, représente en France un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, et que nous avons beaucoup de mal à réduire ces effets de serre sur ce secteur-là. Il propose aussi, dans le rapport propose également une alternative réaliste à l'autosolisme qui est au cœur de nos modes de vie. 60 à 85% des déplacements de plus de 1 km se font en voiture, donc on peut s'interroger sur nos pratiques. Et puis enfin, le rapport se focalise sur un horizon temporel
concret et palpable, tant pour les ménages que pour les élus, car 2030, c'est demain, et nous pouvons facilement nous projeter. Donc c'est important. C'est donc le palier à ne surtout pas manquer pour atteindre une neutralité carbone en 2050. Nous devons réduire nos émissions de 40% en 2030 et bien plus encore dans les transports. Quand on y réfléchit bien, on regarde ce que je vous ai dit précédemment. Alors on entend parfois parler de différents scénarios qui se projettent à 2000. Je le redis, c'est séduisant, certes, mais ça nous éloigne de l'action et donc c'est important d'être dans l'action pour pouvoir aller plus loin encore. Donc le Shift Project a rassemblé un grand nombre d'experts autour de ces 5 thématiques de mobilité sur lesquelles les leviers de changement de comportement sont importants. Donc le covoiturage, les transports publics express, le système du vélo, le télétravail et la distribution des achats. Alors c'est à la fois étonnant, mais aussi prémonitoire, mais ces 5 leviers d'action ont tous été modifiés en profondeur depuis le 17 mars, donc depuis plus de 8 mois. Le covoiturage respecte la distanciation. Les transports publics sont en soi une contrainte forte en Île-de-France, mais ils ont déjà fait l'objet d'un report modal important partout ailleurs. Ce report modal a véritablement explosé sur le vélo électrique, on le voit tous, on l'a tous vécu ces derniers temps. La production mondiale peine à approvisionner l'Europe. Donc c'est dire à quel point ce report ça a explosé en peu de temps. Observons maintenant le télétravail et la dématérialisation des documents et des réunions. Nous avons fait un saut technologique là aussi en l'espace de peu de temps et avons acquis des compétences inimaginables il y a encore quelques mois de ça. Enfin, la gestion sanitaire de l'épidémie nous a contraints à l'immobilité, c'est paradoxe. Je veux juste rappeler par là que les déplacements évités et la marche à pied courte distance font aussi partie des transports. Donc c'est important. Je conclurai donc par un petit zoom, sans faire de jeu de mots, sur 3 appels à projets que l'ADEME vient de lancer, car leurs objectifs sont totalement en phase avec cette étude CPIR qui va vous être présentée. La première, le premier volet, c'est le plan vélo. La part modale cyclable française était de 3% en 2018, pardon, bien loin de nos voisins allemands et hollandais qui dépassent les 20%. Nous visons un triplement en 2024. C'est imminent, c'est demain. Et pourtant, l'objectif paraît atteignable car 13 collectivités territoriales normandes construisent leur schéma vélo et déploient des services cyclables dans un premier appel à projet ADEME. Il sera suivi dès le mois de janvier par un deuxième appel à projet vélo ouvert à tous les territoires qui n'ont pas répondu au premier. Le deuxième volet, c'est la sobriété foncière, bien entendu. Le report modal décarboné est d'autant plus facile et réaliste qu'il s'organise dans les zones urbanisées. Aussi, 650 millions d'euros sont mobilisés dans le plan de relance sur la sobriété foncière. Objectif, zéro artificialisation en 2050. 50% de l'objectif doit être atteint en 2030. Là aussi, c'est un horizon court terme et ça nous place dans l'action. C'est pourtant l'inverse de ce que l'on vit quand on a construit la ville sur elle-même, car tout est plus compliqué et surtout plus cher qu'une construction sur terrain nu. L'objectif est d'aider les collectivités à compenser ce surcoût pour attirer les aménageurs dans des projets urbains. Cet habitat, clé en main, redevient attractif et accessible en centre-bourg. L'ADEME engage 40 millions d'euros sur la dépollution des friches urbaines, donc 40 millions d'euros qui sont une composante de ces 650 millions d'euros que je citais plus précédemment. Et puis le dernier volet, c'est la distribution des achats. Cet axe est juste effleuré dans le rapport. Pourtant, il a déjà fait l'objet de nombreuses études dans l'AMI en Vallée de Seine. Car le dernier kilomètre est la partie visible de l'iceberg d'une distribution mondialisée des biens de consommation que l'on appelle supply chain management. Et pour décarboner l'économie, il apparaît opportun, dans la géographie de la vallée de la Seine, d'accueillir le trafic maritime pour l'orienter vers le fleuve et ses canaux. Voici ce que je voulais dire en introduction. Je vous résume les 3 grandes idées forces. L'horizon de travail de 2030 est compatible avec l'action. Il est boosté par le plan de relance. Il faut saisir cette occasion. Le changement de comportement va déjà au-delà de nos hypothèses les plus optimistes et qui étaient impensables il y a seulement 2 ans. Donc, ça nous laisse le champ, l'imaginaire et le champ de l'action sur des courts termes. Et les 5 leviers de l'action
pose clairement sur ce point de passage obligé et à mi-parcours de la neutralité carbone pour la vallée de Seine. Alors, exploitons toutes les solutions que nous ouvre cette étude sans oublier la marche à pied. Ça peut paraître anodin, mais c'est un volet important puisque plus de 50% de nos déplacements quotidiens faisaient moins d'1 kilomètre. Il y a déjà 8 mois, une majorité de ces trajets étaient parcourus, je le disais tout à l'heure, seuls et en voiture. Donc, laissons place à notre imaginaire et notre inventivité et notre volontarisme. Merci beaucoup. Je laisse la parole au Shift Project pour la présentation de ce beau projet, cette belle étude. Merci. Merci, monsieur Le Gentil, pour cette introduction. Merci de nous suivre sur ce webinaire. Et en effet, c'est fort dommage qu'on ne puisse pas le faire en présentiel, mais bon, on va faire comme ça. Donc, comme Ilana l'a un peu introduit, Paul et moi-même allons vous présenter dans un premier temps les grandes lignes de notre étude sur la décarbonation de la mobilité en vallée de la Seine. Et puis ensuite, c'est Laura Folia qui a piloté l'élaboration du guide pour une mobilité quotidienne bas carbone pour le Shift qui prendra la parole pour évoquer quelques pistes d'action systémiques pour le développement de la mobilité quotidienne. Alors les transports, hein, comme l'a rappelé Monsieur Le Gentil, sont le plus gros poste d'émissions de gaz à effet de serre. En France, ils émettent environ 130 millions de tonnes de CO2 par an. C'est ce que vous voyez en violet sur le graphique en haut. C'est un chiffre qui est stable depuis une dizaine d'années. Et alors, on peut estimer qu'environ 45% de ces émissions est due à la mobilité locale. Le reste est en fait dû au fret et à la mobilité longue distance. La France, malheureusement, prend du retard sur la décarbonation des transports. Les objectifs de budget carbone qu'on s'était fixés sur les transports pour le premier budget 2015-2018 n'ont pas été tenus. D'autre part, le secteur des transports, c'est un secteur qui est particulièrement difficile à décarboner, puisque plus de 90% de l'énergie de traction provient des carburants fossiles. À ce titre, donc pour les carburants fossiles, les objectifs nationaux que la France s'est fixés pour 2028 est de réduire de 31% la consommation de pétrole et ça risque de fortement impacter la mobilité. Alors la mobilité locale, elle se joue sur les territoires et donc elle se planifie notamment au niveau des territoires. C'est pourquoi, en partenariat avec le CPUR Vallée de la Seine, nous avons voulu explorer différentes possibilités de décarbonation de la mobilité locale sur cette zone, donc la Vallée de la Seine. Et on a pu s'appuyer sur des méthodes que nous avions développées au Shift en 2017, lors d'une étude précédente, qui avait été pilotée par Francisco Luciano pour le Shift. Alors concrètement, dans cette étude, nous nous sommes intéressés à la mobilité des personnes et non pas des marchandises. On s'est intéressé à la mobilité locale, c'est-à-dire une mobilité qui reste dans un rayon de 80 km à vol d'oiseau du domicile. Et donc, on ne s'est pas intéressé à la mobilité longue distance. Les voyages, par exemple, ont été exclus de notre étude. Nos zones d'étude, ce sont les aires urbaines de Vallée de la Seine, dont on a exclu, ceci dit, Paris et sa première couronne, parce que la mobilité n'est pas soumise tout à fait aux mêmes enjeux qu'ailleurs en Vallée de la Seine. Donc, vous pouvez voir sur la carte nos 5 zones d'études. Vous avez la grande couronne d'Île-de-France en rouge, les aires urbaines de Normandie, donc Normandie représente en crème, l'aire urbaine du Calvados et les périmètres des enquêtes déplacements de Rouen en jaune et du Havre dans l'autre couleur. Alors les aires urbaines, ce sont, pour simplifier, les grands pôles urbains entourés de leur couronne périurbaine. Et la couronne périurbaine, c'est la zone dont la mobilité est sous attraction du grand pôle urbain. Par exemple, un habitant de la couronne périurbaine va aller travailler au grand pôle ou bien faire des sorties du shopping, etc. Notre étude se fixe un horizon temporel de 10 ans, jusqu'à 2030, et donc ça en exclut les évolutions urbanistiques significatives, mais ça le place, comme disait Monsieur Le Gentil, ça la place dans le domaine de l'action. Les indicateurs que nous avons regardés sont bien sûr les émissions de gaz à effet de serre, y compris en analyse de cycle de vie des véhicules, mais aussi les oxydes d'azote, les NOx et les particules fines et ultra fines, les PM10 et PM2,5. On a aussi regardé le temps de déplacement, le budget des ménages et le budget des collectivités. Et enfin, nous avons étudié des domaines d'action qui nous paraissaient prometteurs pour décarboner.
on aurait peut-être pu en sélectionner d'autres, on aurait pu en inclure d'autres, et je reviendrai après sur ces fameux domaines d'action que M. Legentil a déjà introduits. Alors, je vais continuer pour détailler un petit peu plus nos zones d'études. En effet, donc, nos zones d'études sont composées d'espaces où la mobilité est pratiquée de manière très différente. Sur cette carte, on a décomposé en différentes couleurs les différents espaces. Donc, on va voir tout d'abord le centre de grands et moyens pôles, à Caen, au Havre et à Rouen. Autour, on va avoir la banlieue en orange de ces moyens pôles, donc à Caen, Havre, Rouen, et puis en grande couronne d'Île-de-France. Si on s'éloigne vers des espaces un petit peu moins denses, on va avoir en rose des petits pôles, comme au sud de Rouen, le Val-de-Reuil. Ensuite, on va avoir des espaces qui sont polarisés, donc c'est-à-dire qui ne font pas, ou plus de 40% des actifs vont travailler dans un pôle voisin. Et si on va s'éloigner encore un petit peu plus, en vert, on va avoir des communes rurales polarisées, donc cette fois-ci qui font partie d'une unité urbaine, donc d'une continuité de bâti où il y a moins de 2000 habitants. Et enfin, on a des zones qui sont hors aire urbaine, donc qui sont assurées sur cette carte, mais donc ces zones ne font pas partie de nos zones d'études. Alors plus concrètement, voilà, on a vu que donc, les zones sont très différentes, mais pour vous donner une image un petit peu plus concrète, voilà 4 photos de 4 lieux qui sont dans nos zones. Et on peut voir qu'entre la ville centre de Rouen, qui est un territoire très dense avec des rues plus étroites, la banlieue de Grande Couronne d'Île-de-France, la banlieue d'un pôle comme Lisieux et une commune rurale polarisée dans le Calvados, on a des espaces qui se ressemblent pas du tout et donc dont la mobilité ne va pas se ressembler et il faut garder ça en tête. Alors je vous propose maintenant d'étudier de manière un petit peu plus quantitative les caractéristiques de la mobilité dans ces zones. Alors la première caractéristique, c'est le mode, donc comment les gens se déplacent. Et sur le graphique en haut à gauche, vous avez pour 100 km parcourus dans les aires urbaines du Calvados, combien le sont pour chaque mode. On peut voir qu'on a 87 km sur 100 qui sont parcourus en voiture. Donc on a une domination quasi hégémonique de la voiture et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les autres zones normandes. La deuxième caractéristique, c'est pourquoi les gens se déplacent, donc les différents motifs. Et on peut observer que sur 100 km parcourus, 33 le sont pour un motif donc, de travail. On retrouve ensuite les achats, accompagnés et les loisirs. Une autre caractéristique de la mobilité, c'est les distances de ces déplacements. Est-ce qu'ils sont plutôt courts ou longs? Et sur le graphique du bas, on peut voir pour 100 km parcourus toujours, combien le sont sur des dépendants d'entre 0 et 5 km, 5 et 10, etc. Et on peut voir que 60% des déplacements, enfin des kilomètres parcourus, le sont sur des déplacements qui font moins de 20 km, donc des déplacements plutôt courts. Alors, si on continue dans les caractéristiques, on a aussi à quelle heure de la journée ces déplacements, ces kilomètres parcourus vont avoir lieu. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Pour 100 km parcourus, combien le sont entre 8 et 9 heures, etc. Et on voit bien donc deux pics clairement aux heures de pointe le matin et le soir qui vont du coup être une caractéristique à garder en tête aussi de cette mobilité. Et enfin, dernière caractéristique, on a représenté sur la carte de droite pour le territoire de l'enquête de Rouen les flux de déplacement entre chaque zone. Et on peut voir qu'on obtient un motif en étoile et donc que la mobilité se fait principalement de la périphérie vers le centre et inversement. Et pour accentuer le fait que la mobilité, donc sur le fait que la mobilité est différente selon les différents espaces, on a représenté sur le graphique du haut, donc pour les zones de la moins dense, donc le rural polarisé jusqu'à la plus dense, le centre des grands et moyens pôles, le nombre de kilomètres parcourus par un habitant par jour. Et on voit que ça varie énormément. Un habitant du rural polarisé va faire 50 km par jour, tandis qu'un habitant d'un centre et grand et moyen pôle va faire 15 km par jour. Alors, on retrouve un petit peu ces différences sur le mode, puisque sur le graphique d'en dessous, on a cette fois le partage modal, avec donc en bleu clair la voiture. Et les autres modes sont tellement petits qu'ils sont difficiles à discerner, mais on voit en gris le bus, et on peut voir que plus on va dans un espace qui va être dense, plus la part de la voiture va diminuer, même si elle reste quand même très importante.
Alors, regardons maintenant un peu plus concrètement ou physiquement ce qui se passe quand on se déplace afin de comprendre comment on peut agir et donc quel type de domaine d'action on peut se proposer de développer. Alors, les émissions de CO2 liées à la mobilité, elles dépendent des véhicules kilomètres parcourus et des émissions par kilomètre de ces véhicules. Les véhicules kilomètres résultent de la division entre les trajets des individus mesurant en personnes kilomètres et les taux d'occupation des véhicules. Et donc, ce schéma simplifié, il nous fournit une première indication des molettes que nous devrons tourner pour que les émissions décroissent. Alors, soit on peut réduire les personnes kilomètres, c'est-à-dire se déplacer moins, soit on peut augmenter le taux d'occupation des véhicules, les voitures, les transports en commun, etc., et ou réduire les émissions par kilomètre du véhicule, ce qui passe soit par un changement de véhicule vers un mode bien plus efficace, par exemple, soit par un changement de motorisation. Et donc, les domaines d'action que nous avons pour l'instant étudiés, eh bien, ils correspondent sans surprise à ces trois molettes. Donc, on va avoir le télétravail et la livraison des achats en ce qui concerne la réduction des déplacements. On va avoir le covoiturage et les transports publics express en ce qui concerne l'augmentation des taux de remplissage. Et puis, on va avoir le système vélo en ce qui concerne l'usage de véhicules bien plus efficaces d'un point de vue carbone. Alors, pour estimer les divers impacts de nos domaines d'action dans nos 5 zones d'études, eh bien, on a adopté une démarche prospective et donc on s'est donné différents types de scénarios à un horizon 2030. Donc, vous trouverez dans le rapport et la synthèse, et les synthèses d'ailleurs, 3 types de scénarios. Vous allez avoir les scénarios volontaristes, dans lesquels nous avons supposé qu'une offre de mobilité a été développée de manière à la fois ambitieuse et réaliste à cet horizon 2030. Donc, par exemple, pour le covoiturage, on imagine qu'un système de covoiturage performant et attractif, basé sur des aires de sur des stations de covoiturage le long des routes et des autoroutes, qu'un tel système est mis en place. Dans les scénarios potentiels max, on a fait en quelque sorte les fonds de tiroir, c'est-à-dire que nous nous sommes demandé, par exemple, ce qui se passerait si tous les trajets raisonnablement covoiturables étaient covoiturés, si toutes les journées de travail télétravaillables étaient télétravaillées, si tous les trajets cyclables étaient réalisés à vélo. Alors attention, on ne dit pas que tous les trajets sont faits à vélo pour le scénario potentiel max vélo, mais seulement les trajets raisonnablement cyclables. Donc, par exemple, dans ce scénario, personne ne va faire les courses familiales de la semaine en grande surface qui serait située à plus de 15 km du domicile en vélo. Pour chaque zone, ces scénarios ont été comparés à un scénario référence qui intègre à la fois les tendances démographiques en vallée de la Seine, et donc en fait les tendances démographiques de la zone, et une évolution du parc de voitures vers plus d'électrification. Ce sont des scénarios qui nous permettent de chiffrer l'efficacité des différents domaines d'action qu'on étudie et donc d'aller au-delà du simple. Bon, ok, ça va dans le bon sens le covoiturage, mais en fait, on ne sait pas exactement de combien. Et en même temps, chiffrer l'avenir, ça nous met forcément face aux critiques sur les hypothèses prospectives qu'on prend et c'est pourquoi on a voulu être les plus transparents possibles sur nos hypothèses, nos modalités de calcul et nos résultats, notamment via une note méthodologique qu'on va publier très prochainement, courant janvier. Pour chacun de nos domaines d'action, nous avons identifié des mesures pour les développer. Nous avons ensuite fixé des hypothèses chiffrées quant au changement des comportements induits par ces mesures. Par exemple, pour le covoiturage, combien de personnes se mettent à faire du covoiturage? Nous en avons alors déduit les changements sur les déplacements. Par exemple, toujours pour le covoiturage, comment les taux de remplissage des voitures augmentent. Puis, nous avons calculé les impacts de ces changements sur les émissions de CO2, de particules fines, sur le temps de déplacement, etc. Alors, notre étude s'est déroulée sur un peu plus d'1 an. Elle a mobilisé un comité de suivi qui s'est réuni très régulièrement. C'est ainsi que les régions Île-de-France et Normandie, les métropoles normandes du Havre, de Caen et de Rouen, le Cotentin, les ADEME Île-de-France et Normandie, l'ADREAL Normandie, l'ADRIEA, le ministère de la Transition écologique, ainsi que la délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine ont pu suivre nos avancées. Et d'ailleurs, je les remercie à nouveau tous pour leur soutien et pour leur implication. On a également mobilisé des experts de nos différents domaines d'action lors d'ateliers ou d'entretiens et on a mobilisé une communauté un peu plus large lors d'ateliers collaboratifs
collectif que nous avons tenu en janvier 2020. L'étude, en quelques mots, a consisté en une phase de collecte et de préparation des données de mobilité sur nos zones d'études, puis une phase de modélisation et de chiffrage pour chacun de nos domaines d'action, et enfin une phase de rédaction et de synthèse de nos résultats. Alors, je vous propose maintenant de passer à la présentation des grandes lignes de nos hypothèses et de nos résultats pour chacun de ces domaines d'action. Et à chaque fois, nous avons illustré le domaine d'action par une zone d'étude, sachant que vous retrouverez l'ensemble des résultats pour toutes les zones dans les synthèses et dans le rapport. Alors, premier domaine d'action, le télétravail. Donc, domaine d'action tout à fait d'actualité. Donc, historiquement, le télétravail est peu pratiqué en France. Alors, bien sûr, l'année 2020 a été exceptionnelle de ce point de vue-là, mais il reste difficile de savoir quels vont être les effets long terme. Dans nos scénarios, nous, on imagine donc qu'une certaine partie de la population va télétravailler et donc ne va pas faire son essai de déplacement domicile-travail. Donc, soit les gens vont télétravailler de chez eux, soit depuis un espace de télétravail proche de chez eux. Alors, dans le scénario volontariste, on imagine que 30% des emplois des entreprises de plus de 250 salariés sont télétravaillés et que 10% des emplois des entreprises de moins de 250 salariés sont télétravaillés. Et que pour chacun de ces emplois, la fréquence de travail est d'1 jour par semaine. Sur le territoire de l'enquête du Havre, cela représente la création de 40 000 m² d'espace de télétravail et de 60 emplois pour la gestion et le ménage de ces espaces. Dans le scénario potentiel max, on va beaucoup plus loin et on fait l'hypothèse que 47% des emplois sont télétravaillés, c'était le chiffre maximum selon une étude. Cette fois-ci, la fréquence de télétravail passe à 2 jours par semaine. Évidemment, on augmente le nombre d'espaces de télétravail et d'emplois en conséquence. Voilà pour les hypothèses. Maintenant, passons aux résultats. Donc, on a présenté les résultats selon 4 volets de cette manière, donc, avec la mobilité. Donc, la conséquence du télétravail, c'est qu'on va parcourir moins de distance. Donc, entre moins 1,5% pour le scénario volontariste en vert et moins 6% pour le scénario potentiel max en bleu foncé, donc toujours sur le territoire du Havre. Ces distances, donc ces déplacements ont été évités, certains ont été faits en voiture, et donc on a une diminution du trafic voiture entre moins 2 et moins 8%. Donc une baisse de la consommation de carburant, une baisse donc des émissions à la fois de CO2 et des différents polluants, oxyde d'azote, PM10, PM2.5. Sur le plan économique, les ménages économisent du budget puisqu'ils utilisent moins leur véhicule et consomment moins de carburant, entre 39 € et 160 € par ménage et par an. Au niveau des dépenses publiques, nous n'avions pas des dépenses publiques par hypothèse. Et enfin, l'effet sur le temps est une diminution du temps passé à se déplacer, entre 1 minute et 4 minutes en moins par jour. Et alors, passons maintenant à la livraison des achats. Alors, le e-commerce, avec la livraison des achats, permet de faire ses achats à distance et donc potentiellement de réduire les distances parcourues. Sauf qu'à l'heure actuelle, le e-commerce n'est clairement pas optimisé pour le critère des émissions de CO2, c'est-à-dire que les achats sont atomisés. On a environ 2 articles par commande. Le développement de la livraison instantanée ou à l'heure mène à des camionnettes qui sont parfois peu remplies. Les emballages sont plus volumineux que dans la distribution classique. Et puis, les taux de retour et les taux d'échec des livraisons sont importants. Pourtant, selon certaines études, la livraison des achats à domicile ou dans des points relais pourrait réduire significativement les émissions par une massification des paniers. Alors, nous avons étudié 2 systèmes différents de livraison des achats pour estimer ce potentiel, à chaque fois via des scénarios de type potentiel max, d'où 2 bleus différents. Le premier système, celui des livraisons par tournée, est donc représentant en bleu plus foncé. Et dans ce système, eh bien, on remplace tous les déplacements faits par les consommateurs pour aller en grande surface par des tournées de livraison à domicile ou dans des points relais. Pour qu'un tel système puisse fonctionner, il faut transformer les grandes surfaces en entrepôts spécialisés dans la confection des paniers. Il faut déployer une flotte de livraison. Alors là, pour couvrir les aires urbaines normandes, eh bien, il faudrait 9200 camionnettes de livraison. Il faut également agréger les achats pour obtenir des effets sur les émissions, c'est-à-dire que les tournées ne passent pas plus de 2 fois par semaine auprès de chaque ménage. Il faut déployer des points multiservices ou des points relais.
Donc là, on imagine également un déploiement d'un certain volume de consignes automatiques au cas où les ménages ne seraient pas disponibles aux horaires d'ouverture des points relais, et un volume d'équipements frigorifiques pour conserver les aliments frais dans les points relais. Les systèmes, les livraisons par tournée, donc le déploiement de volume frigorifique, et enfin, il faut assurer donc pour un tel système la préparation des paniers et la livraison. Et donc ça va mener à la création d'un certain nombre d'emplois. Par exemple, toujours pour les aires urbaines normandes, il faudrait créer environ 10 000 emplois pour la livraison des achats. Alors le second système de livraison que nous avons testé, c'est le système de livraison collaborative. Donc là, représenté en un bleu plus clair que le système de livraison par tournée. Dans ce système de livraison collaborative, on imagine donc qu'un voisin vous livre vos achats lorsqu'il revient lui-même de ses courses au supermarché, après que vous ayez commandé sur Internet. Et dans ce scénario, on suppose que 40% des déplacements en grande surface sont évités. Pour qu'un tel système fonctionne, il faut assurer la préparation des paniers dans les grandes surfaces, c'est-à-dire qu'il faut créer pour ce service-là environ 18 000 emplois pour les aires urbaines normandes. Alors passons maintenant aux résultats, toujours illustrés pour les aires urbaines normandes, et vous retrouvez le code couleur bleu plus clair pour la livraison collaborative et plus foncé pour la livraison par tournée. Dans les deux cas, la livraison des achats permet d'éviter des déplacements. On évite environ 8% des distances parcourues pour les tournées et 3% pour la livraison collaborative. Certains de ces déplacements sont en voiture, donc ça mène à une diminution du trafic voiture et par voie de conséquence du carburant consommé par les ménages et des différentes émissions gazeuses. Les déplacements évités permettent un gain de temps de 2 à 4 minutes par jour. Et puis en termes d'économie pour les ménages, le système collaboratif mène à des dépenses supplémentaires. Et en fait, ces dépenses, elles permettent essentiellement de couvrir le service de constitution des paniers dans les grandes surfaces. Le système de livraison par tournée mène, lui, grosso modo, à autant de dépenses que d'économies. Et nous n'avons pas de dépenses publiques par hypothèse dans ces scénarios-là. Maintenant, troisième domaine d'action, donc le système vélo. Alors cette fois-ci, on n'essaye plus d'éviter des déplacements comme avec le télétravail ou la livraison des achats, mais on va essayer de reporter des déplacements, des modes les plus utilisés vers des modes qui vont être plus économes, moins énergivores, plus vertueux. Donc là, ici, c'est le vélo. Alors actuellement, le vélo est très peu développé en Val de la Seine. Ça représente en part des kilomètres parcourus, moins de 1 km sur 100 est fait en vélo. Et là où il commence à se développer le plus, c'est dans les centres des grands. Alors, quand on parle de vélo ici, on ne parle pas seulement du vélo classique, on va parler aussi de tout ce qui est vélo à assistance électrique. Ça va, ça. Vélo à assistance électrique, vélo cargo et puis speed pedelec. Donc on imagine toute la famille des cycles. Et on parle de système vélo parce qu'on imagine qu'on met en place un système vélo par analogie avec le système voiture. Alors concrètement, sur le territoire de Rouen, ça représente la mise en place d'infrastructures cyclables, donc plusieurs milliers de kilomètres d'autoroutes vélo, de routes vélo, de signalisation vélo, de places de parking vélo, mais aussi des ouvrages d'art anti-coupure. On imagine aussi qu'on va équiper les ménages. Donc ça va représenter entre 17 000 et 85 000 cycles neufs par an, selon le scénario volontariste ou potentiel max, mais aussi l'achat de vêtements adaptés, d'antivol, etc. Et pour répondre à la pratique du vélo, on imagine aussi qu'on va mettre en place des vélos-écoles avec la création d'emplois qui va avec. Concernant nos hypothèses sur la mobilité, pour le scénario volontariste, on a demandé à des experts de faire des estimations sur le développement du vélo dans ce monde où on met en place ce système vélo. Et pour le scénario potentiel max, on a fait l'hypothèse que tous les déplacements qui peuvent raisonnablement être faits à vélo, on a mis une limite sur la distance, sur le nombre de personnes transportées et sur la charge, ils sont faits à vélo. Alors, concernant les résultats, donc sur la mobilité, on va avoir des distances qui vont être reportées vers le vélo. Et ici, on a donc le pourcentage des passagers kilomètres. Donc, on a dans le scénario volontariste 8% des distances parcourues qui sont reportées vers le vélo, et dans le scénario potentiel max, jusqu'à à peu près 40% des distances qui sont reportées vers le vélo.
Donc, on voit un facteur 5 à peu près entre les deux. Ces distances, donc, elles sont prises, ces déplacements qui sont reportés vers le vélo, ils sont pris à tous les modes, excepté à la marche, donc qui sont pris à la voiture notamment. Donc, on a une baisse du trafic voiture, de la baisse de la consommation de carburant qui va avec, la baisse des émissions donc, de CO2 et de différents polluants. Alors, concernant sur le volet économique, sur le budget des ménages, dans le scénario volontariste, on est à l'équilibre en fait entre les économies qui vont venir principalement de la moindre utilisation de la voiture et les nouvelles dépenses pour l'achat du vélo et des vêtements, etc. Et dans le scénario potentiel max, là, on a 330 € d'économie par ménage et par an. Concernant les dépenses publiques, il y a des investissements assez lourds à faire qui représentent sur le territoire de Rouen 64 € par habitant et par an. Et ce qui fait un coût de la tonne de CO2 évité à entre 280 et 1400 €. Sur le temps, dans le scénario volontariste, on gagne un tout petit peu de temps, alors 1 minute en moins par jour. Et dans le scénario potentiel max, on va passer un petit peu plus de temps à se déplacer, entre 2 et 8 minutes. Et ça va dépendre du type de cycle qu'on utilise. Est-ce que c'est à l'assistance électrique ou pas? Et alors, passons maintenant au transport public express. Alors, j'entends par cette expression à la fois les trains périurbains, c'est-à-dire les TER et en Île-de-France, les Transiliens et les RER, et les bus express, c'est-à-dire des bus qui relient la périphérie au centre de l'agglomération via les voies rapides, avec peu d'arrêts en chemin afin d'assurer une bonne vitesse commerciale. Alors, ces modes, ils sont intéressants pour assurer la mobilité dite pendulaire, c'est-à-dire une mobilité radiale en heure de pointe pour les jours ouvrés. Vous voyez sur le camembert que pour les agglomérations normandes, la voiture domine largement le partage modal de ce type de déplacement pendulaire, avec 84% des distances parcourues. Ce qui fait donc un potentiel assez intéressant à aller chercher sur la voiture. Nous avons donc développé un scénario de type potentiel max pour estimer le potentiel de report modal de la voiture vers le train et les bus express et ainsi estimer les impacts associés. Et donc, pour favoriser ce report modal, on imagine, alors ici pour l'aire urbaine du Calvados, on imagine la mise en place de 6 pôles intermodaux qui permettent l'intermodalité entre les bus express et les transports en commun urbains de Caen. On imagine la réservation de voies rapides existantes pour que les bus express puissent éviter la congestion. On imagine la mise en place de gares routières le long des voies rapides. Vous en avez un exemple sur la photo en haut à gauche qui permet un rabattement. Donc ces gares permettent un rabattement efficace sur les bus express. Et puis on imagine le renouvellement du parc de trains périurbains, ce qui permettrait une augmentation, selon nos hypothèses, de 30% de la capacité de ces trains. Alors tout cela mène à des modifications de la mobilité, c'est-à-dire qu'on imagine que tous les déplacements pendulaires faits par des gens qui habitent proche d'une gare ou d'une voie rapide eh bien, sont reportés de la voiture vers les transports publics express. Alors ces hypothèses nous mènent, toujours pour l'aire urbaine du Calvados, nous mènent à un report des distances parcourues, comme vous pouvez le voir, quasi exclusivement vers le bus. Le report vers le train reste en fait très faible parce que l'usage actuel du train pour la mobilité quotidienne en Normandie est très limité. Et en fait, nous, on suppose une augmentation de 85% de la fréquentation des trains, sauf que 85% de quelque chose de très limité, en fait, ça reste très limité. Ce report vers les transports publics express, il va s'accompagner d'une baisse du trafic des voitures et donc d'une baisse de la consommation de carburant pour les ménages, des émissions de CO2 et de polluants. Il s'accompagne également d'une légère augmentation du temps moyen passé à se déplacer. Les transports publics express ne permettent pas d'économie pour les ménages et ils réclament une certaine quantité d'investissement public, environ 70 € par habitant du Calvados et par an. Dernier domaine d'action, le covoiturage. Donc cette fois-ci, on n'essaye pas de reporter les déplacements en voiture vers d'autres modes, mais on essaye de mieux remplir les voitures. Donc actuellement, il existe de multiples formes de covoiturage, mais aucune ne s'est vraiment massifiée.
Dans notre scénario du développement du covoiturage, on imagine qu'on met en place des infrastructures de covoiturage, principalement des stations de covoiturage qui vont être à la fois sur les autoroutes, sur les routes nationales, sur les routes départementales. Donc un grand nombre dans le scénario potentiel max, un petit peu moins dans le scénario volontariste. On imagine aussi qu'on met en place des services pour mettre en relation les covoitureurs, soit via une application de covoiturage, soit via des centres d'appel, ce qui mène à la création d'emplois. Concernant nos hypothèses sur la mobilité, dans le scénario volontariste, on a demandé à des experts d'estimer dans ce monde quelle serait la propension des gens à covoiturer. Et dans le scénario potentiel max, on a fait l'hypothèse que tous les déplacements en voiture non chaînés, c'est-à-dire qu'on n'a pas un enchaînement de motifs, par exemple, je vais au travail, puis je vais faire les courses, puis je reviens chez moi. Donc un déplacement qui va être non chaîné, c'est juste je vais au travail et je reviens chez moi directement. Donc on imagine que tous ces déplacements cherchent à être covoiturés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être, ils seront covoiturés s'il y a un covoiturage qui est compatible. Alors sur les résultats, l'effet sur la mobilité, ça va être une augmentation du taux de remplissage, une augmentation qui va varier entre plus 2% dans le scénario volontariste et plus 20% dans le scénario potentiel max. On a une très grande différence ici, un facteur 10 entre les deux, entre les estimations des experts et le potentiel maximal du covoiturage. Cette augmentation du taux de remplissage mène vers une baisse du trafic voiture, une baisse de la consommation de carburant, des émissions de CO2 et des différents polluants. Sur le volet économique, on a des économies pour les ménages qui varient entre 48 et 480 € par ménage et par an selon les scénarios. Au niveau des dépenses publiques, donc cela nécessite des dépenses publiques relativement limitées, entre 2 et 10 € par habitant et par an selon le scénario, ce qui revient à la tonne de CO2 évitée entre 80 et 130 €. Et sur le temps, eh bien, ça demande un petit peu plus de temps de covoiturer, donc on va mettre entre 1 et 4 minutes en plus par jour à se déplacer. Bien, alors je vous présente ici une comparaison des effets de l'ensemble des différents domaines d'action pour l'agglomération de Rouen. Et donc, pour information, les résultats pour les autres aires urbaines normandes sont du même ordre de grandeur et vous les trouverez dans les synthèses. Alors, vous pouvez voir sur le premier graphe en haut à gauche l'évolution du trafic voiture avec chacun de nos domaines d'action à chaque fois par rapport au scénario référence. Ce qu'on constate en premier en bleu, c'est que le plus grand potentiel max et de loin, c'est celui du système vélo. Viennent ensuite le covoiturage, les transports publics express, le télétravail et les livraisons par tournée. La livraison collaborative des achats, elle, a un effet nettement moins prononcé. Et on constate également en vert que le développement volontariste du vélo d'ici 10 ans a un effet sensible, alors que le développement volontariste du télétravail et du covoiturage mène à des impacts relativement faibles. On retrouve les mêmes proportions de résultats en ce qui concerne les émissions de CO2 en analyse de cycle de vie. Si vous avez l'œil, vous verrez une seule petite différence avec le trafic voiture, c'est que la réduction des émissions est plus faible pour les transports publics express parce que les bus express émettent du CO2 et donc la réduction des émissions des voitures est légèrement contrebalancée. La tendance est sensiblement la même pour les émissions de particules fines et d'oxyde d'azote, et donc je ne les ai pas présentées ici. Si on passe au temps de déplacement, alors pour référence, les habitants de l'agglo de Rouen passent 1h10 en moyenne par jour à se déplacer. Et donc ce qu'on voit sur les résultats, c'est que la livraison des achats et le télétravail, comme ils évitent des déplacements, permettent globalement une réduction du temps de déplacement. Pour le vélo, vous avez deux barres différentes. Les barres plus claires indiquent le temps si tous les vélos sont des vélos classiques et les plus sombres si tous les vélos sont à assistance électrique. Et on voit dans ce dernier cas que le temps passé à se déplacer, même s'il y a une massification de l'usage du vélo, eh bien, ne change qu'assez peu. C'est environ 2 minutes de plus sur 1h10 en moyenne. Le passage au transport public express ne change pas grand-chose au temps de déplacement moyen. Quant au covoiturage, eh bien, s'il se massifie, il fait passer globalement un peu plus de temps dans les transports. Vous voyez ici maintenant 3 indicateurs économiques
Vous avez les dépenses publiques par habitant de l'agglo de Rouen et par an en haut à gauche, les mêmes dépenses publiques mais par tonne de CO2 évité à droite, ce qui permet de mesurer l'efficacité carbone des investissements publics de nos différents domaines. Et puis vous avez en bas les économies nettes pour les ménages par an. Alors vous voyez que les investissements publics sont significatifs dans le cas du vélo et des transports publics express, environ 60 € par an et par habitant, qu'ils sont relativement faibles pour le covoiturage. Alors, à titre de comparaison, les investissements publics dans les politiques de transport en commun au niveau national sont de 470 € par an et par habitant, et celles relatives aux politiques routières de 270 € par an et par habitant. Autrement dit, avec à peu près 10% des montants dédiés au transport en commun et à la route, on pourrait développer massivement un système vélo. Alors, vous pouvez voir à droite que si l'usage du vélo se massifie, donc dans le scénario potentiel max, alors l'efficacité de l'investissement devient bonne, alors que celle des transports publics express, même si on est dans un scénario potentiel max, reste plus faible. Selon nos hypothèses, la livraison des achats et le télétravail ne requiert pas d'investissement public, c'est pour ça qu'on ne les voit pas ici. Concernant les économies nettes pour les ménages, enfin, elles sont de l'ordre de 300 € par an par ménage pour le vélo, 250 € pour le covoiturage et 100 € pour le télétravail, à chaque fois si ces usages se massifient. Les transports publics express et le système de livraison des achats sont moins intéressants de ce point de vue-là. Et puis dans tous les cas, si les usages ne se massifient pas, eh bien en fait les économies restent faibles. Voilà, vous avez, je pense, un bon aperçu des résultats que contient notre étude, aussi de la manière dont on les a obtenus. Et donc, ce qu'on espère, c'est que ça vous permettra d'en faire vos propres interprétations de manière la plus efficace possible pour des politiques de mobilité vers la décarbonation. Vous retrouverez donc l'ensemble des résultats dans les synthèses. Le rapport est bientôt dans la note méthodologique qui détaillera l'ensemble des hypothèses et calculs. Et je laisse sans plus attendre la parole à Laura pour la suite de cet exposé. Donc, vous présentez des éléments du guide pour une mobilité quotidienne bas carbone. C'est un rapport publié en début d'année 2020 et d'ainsi cette dizaine de minutes, je vais vous présenter un petit peu l'approche globale et faire quelques échos à ce qui a été présenté. Alors, dans le guide, nous avons étudié les politiques de mobilité telles qu'elles sont pratiquées sur le terrain, donc pour faire des retours d'expérience. Les objectifs ont été d'identifier les leviers opérationnels les plus pertinents pour décarboner la mobilité et aussi identifier les freins qui ont été rencontrés par les acteurs locaux dans la mise en œuvre de ces politiques pour évidemment essayer de trouver des moyens pour lever ces freins. Donc, on a fait, après un travail documentaire donc sur la mobilité dans les zones de moyenne densité, on a étudié les politiques de mobilité dans 5 territoires. Donc, la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, les communautés urbaines d'Arras et de Poitiers et les métropoles de Strasbourg et de Grenoble. Donc, on a réalisé un certain nombre d'entretiens auprès des élus, des agences d'urbanisme, des responsables de plans de mobilité en entreprise, des associations, etc. Alors, je vais juste faire un bref retour vu de la perspective du guide sur ce qui a été présenté donc, comme étant des axes particulièrement prometteurs sur Vallée de la Seine. Donc le covoiturage et le vélo. Alors sur le covoiturage est un mode qui est souvent identifié comme étant un mode qui a un très grand potentiel et à juste titre. Je parle là du covoiturage courte distance, bien sûr. Parce que il y a les infrastructures, il y a les véhicules, il y a les conducteurs et donc un mode qui présente un potentiel important. En même temps, quand on regarde sur le terrain, on voit qu'il a du mal
à se développer parce qu'il est confronté à un certain nombre de freins psychosociaux qui en empêchent l'utilisation, ou qui réduisent en tout cas fortement son utilisation. Alors, ça peut être le fait que le covoiturage est perçu comme étant peu flexible, c'est-à-dire un besoin de s'organiser à l'avance avec les autres personnes. Le côté aussi socialisation forcée, en sachant que beaucoup de gens déclarent préférer rentrer tout seul, hein, être un peu dans leur bulle, notamment au retour du trajet domicile-travail. Il y a aussi une difficulté, pas tellement à recruter des conducteurs, mais plutôt à recruter des passagers, puisque les passagers craignent en particulier d'être dépendants en fait, du conducteur et donc ne plus pouvoir rentrer chez eux, être bloqués en cas d'urgence. Et aussi, alors, Nicolas a parlé d'impact économique pour les ménages. C'est un impact économique certain, mais les ménages ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que les automobilistes ne se rendent généralement pas vraiment compte du budget qu'ils consacrent à l'utilisation de la voiture. Et donc, faire du covoiturage ne leur semble pas quelque chose de très intéressant économiquement sur des trajets de courte distance. Voilà, donc que dire aussi sur les différents modèles? Ben, c'est que à la fois les utilisateurs, puis aussi les autorités organisatrices sont confrontés à une multitude d'acteurs et de méthodes qui contribuent à un certain manque de lisibilité en fait de ce mode. C'est-à-dire qu'on a du covoiturage organisé par ligne, plus ou moins formel, avec ou sans plateforme, avec ou sans application, qui cible des fois les travailleurs, des fois ceux qui se déplacent sur un axe spécifique, des fois c'est organisé au niveau régional, local, départemental. Et donc, un manque de connaissances quelque part souvent de la part des utilisateurs, des possibilités hein, qui sont données en termes de covoiturage et une certaine perplexité aussi des fois de la part des autorités organisatrices. Alors comment faire? Bon, il y a pas de solution miracle. Mais tout de même, il y a quelques modèles qui se développent et qui paraissent assez prometteurs. Et en particulier, ce qu'on a pu constater, et notamment à travers les enquêtes qu'on a fait sur les plans de mobilité, c'est que le covoiturage est intéressant à développer dans le cadre des trajets domicile-travail auprès des employeurs. Et notamment dans le cadre des plans de mobilité. Pourquoi? Parce que ça permet de capter le public des actifs, qui est souvent difficile en fait, à capter pour les transports en commun, notamment dans les zones de moyenne densité. Parce que ça permet de bénéficier de communautés déjà constituées, qui sont celles des entreprises. Et de ce fait, ça facilite aussi la mise en relation. Alors, ça peut marcher à condition de mettre en place un certain nombre de mesures dans les entreprises, mais aussi donc en coopération entre les entreprises et les autorités organisatrices, et qui concernent la gestion des places de stationnement. Donc, donner un avantage en particulier aux covoitureurs pour ce qui concerne l'accès aux entreprises et la sécurité de la place de stationnement. Proposer une garantie de trajet aussi pour lever un frein à l'utilisation du covoiturage. Organiser des animations, faire du suivi en fait, des équipes de covoitureurs.
et aussi promouvoir le covoiturage dans le cadre d'un plan de déplacement interentreprise pour créer donc un effet un peu de masse. 2 mots aussi sur le système vélo. Ce qui a été dit, donc système vélo par équivalence quelque part au système voiture. Mais donc, ça veut dire sur le terrain, penser certes infrastructure, sans oublier la continuité du réseau. Là, c'est souvent un peu le point faible qu'on constate sur le terrain. Sans en oublier la sécurité. Et c'est aussi une remontée très importante, notamment dans les zones de plus faible densité. La sécurité du réseau pose problème. Aussi, quand on pense infrastructure, on pense assez naturellement infrastructure linéaire. Puis de fait, c'est intéressant d'avoir aussi du stationnement. C'est nécessaire, même pour induire à la pratique. Donc, du stationnement pratique à proximité des commerces, du stationnement sécurisé sur les lieux de domicile et de travail, et aussi du stationnement en gare. Là, c'est intéressant aussi de voir assez large, puisque c'est une forme d'intermodalité qui fonctionne plutôt bien. Et aspect souvent un peu moins mis en avant dans les politiques qui sont menées sur le terrain, mais tout de même indispensable au succès de la politique vélo, le fait que, oui, on met en place les infrastructures, le stationnement, etc. Mais il faut aussi donner un accès facile à l'utilisation du vélo par des systèmes de vélo en libre service, par des systèmes de location longue durée, mais aussi par tout un tas de services qui permettent de faire la réparation, de faire l'entretien, de s'initier à la pratique du vélo ou du vélo assistance électrique, et donc de disposer aussi de tout un tas de services qui facilitent l'utilisation du vélo. Je vais juste conclure avec un peu une approche systémique qui est celle qui a été adoptée donc, dans le guide. Ça rappelle aussi un petit peu les axes d'action qui ont été cités par l'ADEME en introduction. Donc agir sur le système voiture, comment en agissant sur l'urbanisme, donc pour promouvoir un urbanisme des courtes distances, donc réduire à la fois les distances, puis faciliter par des courtes distances l'utilisation des modes alternatifs. La fiscalité des déplacements domicile-travail, bon, c'est un vaste sujet. Je vais juste rappeler que cette fiscalité doit être aussi cohérente avec les actions qui sont mises en place pour faciliter le report vers des modes autres que la voiture. Or, il subsiste encore dans les entreprises des dispositifs qui sont très favorables à l'utilisation de la voiture, indemnité kilométrique, voiture de fonction, etc. Pensez aussi contraintes à l'utilisation de la voiture, réduction des vitesses, de gestion du stationnement en ville. Développer les modes actifs et partagés, c'est un peu le cœur du sujet, hein, donc toutes les actions qui permettent d'agir en faveur de la marche et du vélo. Et la marche a été rappelée à très juste titre hein, par M. Lesgentil, notamment en introduction. On voit vraiment sur le terrain qu'il y a un déficit d'attention à ce mode en tant que mode de déplacement à part entière et en tant que mode d'accès aussi au transport en commun. Donc, marche, vélo, covoiturage et transport en commun. Créer aussi toutes les conditions pour utiliser ce système d'une façon fluide. Donc, l'intermodalité, le MAS, la tarification, un système aussi d'autopartage qui permet d'assurer les déplacements qui ne peuvent pas être faits autrement qu'en voiture.
Accompagner aussi, c'est le dernier axe. Hein. C'est pas parce que on met en place une offre de transport que cette offre va être forcément adoptée. Il faut aussi la faire connaître. Il faut accompagner son adoption avec des ateliers d'animation territoriale, d'accompagnement au changement de comportement. C'est très très important. Les plans de mobilité entreprise. Et aussi, et je vais conclure là-dessus, assurer un suivi et une évaluation des politiques qui permettent de savoir si ces politiques vont dans le bon sens, notamment si on vise la décarbonation, eh bien, est-ce que l'action qu'on a mis en place, est-ce qu'elle a bien permis d'obtenir un report modal à partir de la voiture? Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention, puis je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Laura. Et merci donc pour cette présentation, et merci aussi beaucoup à Paul et à Nicolas pour leur présentation, bien qu'entrecoupée de petits soucis techniques, on est désolé, mais tout va bien désormais. Donc on a eu des dizaines de questions, on vous remercie d'avoir joué le jeu. On va donc passer à la session de questions-réponses qui va être animée par Nolwenn Brossier, qui a également contribué à ce rapport. Nolwenn, c'est à toi. Merci Lana. Dans un premier temps, on va poser des questions qui concernent le système vélo. Ce sera dirigé à Paul et Nicolas. Donc, on peut se demander quelle est la pertinence de l'électrification des modes de transport comme le vélo, au moins pour les personnes dont la santé le permet, qui est un mode de transport qui, par nature, est déjà un mode de mobilité douce, et notamment à l'égard des perspectives de pic de ressources. On pense notamment au rapport Meadows. Et une autre question qui a trait au système vélo, c'est quelle est la part prise au transport en commun par le vélo dans les agglomérations? Alors, je vais répondre à la première et puis je laisserai peut-être Paul répondre à la seconde. Quelle pertinence du vélo à assistance électrique? Il va jouer à plusieurs titres. Nous, dans nos scénarios, il joue beaucoup sur la plage de distance qu'on peut parcourir avec le vélo. Et donc, on imagine qu'en vélo assistance électrique, on peut parcourir des distances plus grandes. Et ce faisant, on remplace plus la voiture. Donc, ça a une pertinence, en fait, si on raisonne en termes de report modal, ça a une claire pertinence du point de vue de la consommation énergétique et de matériaux, puisqu'on fait moins de kilomètres en voiture et plus de kilomètres avec un mode qui est 100 fois moins lourd qu'une voiture. Donc on est beaucoup plus sobre, que ce soit matériellement parlant et énergétiquement parlant, mais également on pourrait penser à l'extension disons, de l'attractivité du vélo à d'autres populations, donc les populations plus âgées, etc. Ça va aussi leur permettre d'accéder à ce mode beaucoup moins lourd que la voiture. Et puis, ça a été rappelé, je l'ai vu dans les commentaires, il y a aussi la topologie du terrain. Donc sur les territoires plus accidentés, clairement, le vélo assistance électrique va aussi permettre de concurrencer la voiture dans ces milieux-là. Paul, je te laisse la parole sur les parts modales. Ouais, donc la question c'était est-ce que le vélo va prendre des déplacements au transport en commun? Et dans notre scénario, oui, puisqu'en fait le vélo va prendre des déplacements à tous les modes excepté à la marche. Alors après, c'est intéressant de voir quelle est la proportion des déplacements qui sont faits en transport en commun, et notamment en termes de part, alors pas seulement en termes de part modale en nombre de déplacements, mais en termes de part modale en kilomètres parcourus. Donc c'est un graphique qu'on avait vu plus tôt dans la présentation, et là je l'ai sous les yeux. Donc pour les centres des grands et moyens pôles, donc ça veut dire le centre de Rouen, de Caen et du Havre, on a donc sur 100 km parcourus, on a quand même à peu près 70-75 qui sont faits en voiture. Et donc, sur les transports en commun, je vois qu'on est à peu près 10-15. Et donc, même si on va prendre donc des déplacements au transport en commun, alors déjà, c'est généralement mieux de faire un déplacement si on regarde en termes de CO2, de faire un déplacement en vélo qu'en transport en commun. Donc, on reste gagnant. Mais aussi, on va prendre par la plupart des déplacements, donc à peu près 75%, on va les prendre à la voiture. Et on pourrait aussi dire que donc, en prenant des déplacements en transport en commun, en fait, on laisse plus de place pour des gens qui prennent leur voiture pour qu'ils se reportent vers les transports en commun. Merci à tous les deux.
Sur le télétravail, est-ce que vous avez croisé vos résultats avec ceux de l'équipe sobriété numérique pour faire votre bilan en gaz à effet de serre? Et est-ce que l'étude prend en compte les effets rebonds, notamment par le fait d'accepter qu'un employé travaille plus loin parce qu'il peut télétravailler? Et de manière générale, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur possible des effets rebonds liés aux différentes propositions que vous faites dans ce rapport? Alors, très bonne question qu'on a d'ailleurs eue la semaine dernière. Alors, on ne s'est pas concerté avec l'équipe sobriété numérique là-dessus, parce qu'en effet, dans notre périmètre d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, on ne tient pas compte des émissions en dehors de la mobilité évitée. Donc, on ne tient pas compte de la construction de bâtiments supplémentaires pour faire des tiers-lieux pour que les gens puissent aller télétravailler dans différents espaces autour de chez eux, par exemple. Et on ne tient pas non plus compte d'effets rebonds possibles, c'est-à-dire qu'on suppose que la mobilité reste la même que dans le scénario référence. Alors, on va dire ça comme ça. Par contre, ces effets rebonds et ces effets systémiques, ils ont été évalués, en tout cas en partie sur certains postes. Ils ont été évalués par un rapport de l'ADEME qui a été publié à l'été 2020, donc qui est assez récent. Et dans leur évaluation, donc, ils tiennent compte aussi des effets sur le parc de bâtiments des entreprises. Ils tiennent compte des effets de possible éloignement du domicile, enfin, d'éloignement domicile-travail, parce que les gens pourraient déménager un peu plus loin de leur travail parce que en fait, ils peuvent passer, ils font moins l'aller-retour, on va dire. Ça a été pris en compte et pour l'instant, les évaluations de l'ADEME disent que l'effet net en tenant compte de ces effets-là est plutôt positif, c'est-à-dire que ça va quand même réduire les émissions de gaz à effet de serre. Très bien, merci. Vous semblez classer les usages de déplacement par zone d'habitation, donc entre centre, rural et pôle, des zones d'habitation des individus. Quel degré de confiance dans la représentativité de ce modèle avez-vous? Tu peux répéter le début de la question? Vous semblez classer les usages de déplacement par zone d'habitation des individus, donc entre centre, rural et pôle. Ouais, peut-être répondre. Alors là, on a mis donc c'est vrai 5 catégories, centre, rural et pôle. En fait, dans notre modèle, c'est beaucoup plus précis. On a en fait une douzaine de tissus, ce qu'on appelle des tissus, donc, qui sont via une nomenclature INSEE. Et en fait, on fait l'hypothèse, oui, qu'au sein d'un de ces tissus, on va avoir les comportements de mobilité vont être similaires. C'est quelque chose qu'on a vérifié en partie en regardant, en observant différents tissus. Donc, par exemple, un tissu de périurbain dans le territoire de Rouen et un autre dans le territoire du Havre. Et quand on compare la mobilité, on s'aperçoit qu'elle est très similaire. Et donc, oui, c'est une des hypothèses qu'on fait, c'est qu'au sein d'un de ces tissus, les gens vont se déplacer de la même manière. Très bien. Sur la représentativité, Paul, pardon, ouais. Ah oui, sur la représentativité, donc on a fait attention à ce que dans ces tissus, on ait suffisamment de déplacements pour pouvoir donc en tirer des conclusions, donc des parts modales, des choses comme ça. Donc on a fait attention à ce qu'on ait un nombre minimum de personnes, donc au minimum 400 personnes, et donc oui, ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'à peu près statistiquement significatif. Très bien, merci. Dans le scénario volontariste du covoiturage, qu'est-ce qui amène les experts à donner une augmentation du taux de remplissage aussi faible, qui est évalué à 2%? Quels sont les freins que vous avez identifiés? Et une autre question qui s'adresse plus à Laura, est-ce que vous avez considéré l'autopartage dans le guide pour une mobilité quotidienne bas carbone? Alors sur les réponses des experts, alors on n'est pas dans leur tête, donc on ne sait pas forcément pourquoi ils répondent telle ou telle chose. Ce qu'on peut dire, c'est que ce soit pour le covoiturage ou pour le vélo, on avait déjà fait l'exercice en 2017. On avait aussi invité des experts sur le covoiturage et le vélo pour estimer à quel point ces domaines d'action pourraient se développer. Et les experts ont été plus pessimistes, entre guillemets, sur les deux cette année-là, cette année-ci, plutôt qu'en 2017. Alors, pourquoi ça? Est-ce que c'est parce qu'on a posé la question un peu différemment? Je ne sais pas. En tout cas, pour vous donner une idée de comment on les a interrogés,
on leur proposait en fait une grille représentant les catégories sociales de la population, les catégories socio-professionnelles de la population, les différents motifs pour lesquels on va se déplacer, et puis les classes de distance. Donc on disait, est-ce que c'est plutôt un trajet à faire sur une longue distance ou sur une courte distance? Et dans chacun de ces cas, les experts devaient dire, bon, bah, sur 100 trajets à faire de ce type-là, donc par, je ne sais pas, un cadre pour aller faire les courses à 10 km, et bien sur 100 de ces trajets, combien vont chercher à être covoiturés? Qui va aller sur une appli ou qui va faire quelque chose pour covoiturer? Et on les laissait répondre dans chacune des cases, et puis après on a moyenné ça avec les structures de mobilité qu'on trouvait dans les données de nos différentes zones, d'études. Paul, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Non, oui, c'est ça, j'ai rien à ajouter. Du coup, je vais peut-être répondre sur l'autopartage concernant le travail du guide. Oui, on a regardé l'autopartage. En fait, on considère que l'autopartage est plutôt une politique d'accompagnement à la mise en place d'un système de mobilité alternatif à l'utilisation de la voiture en solo. Pourquoi? Parce que on peut très bien, il faut distinguer le covoiturage qui est le partage du trajet et l'autopartage qui est le partage des véhicules. Donc, on peut très bien faire du covoiturage, de l'autopartage en étant tout seul dans sa voiture. Donc, là où c'est intéressant, c'est pour les trajets qu'on ne peut pas faire autrement qu'en voiture, puisqu'il en reste fatalement, surtout dans les zones de moyenne densité. Et donc, le fait de pouvoir disposer d'une voiture et un autopartage permet des fois de renoncer à la possession d'une deuxième, voire une troisième voiture. Et donc, on sait très bien que aussi, quand on ne possède pas cette voiture, on va être plus enclin à utiliser d'autres modes de déplacement. Donc, c'est vraiment une politique d'accompagnement. Mais on l'a pris en compte. Très bien, merci. Concernant les transports publics express, est-ce que vous avez chiffré le besoin en infrastructure nécessaire pour votre hypothèse de potentiel max? Et est-ce que vous avez envisagé un potentiel pour un budget contraint? Une autre question qui concerne l'aire urbaine du Calvados, dans laquelle on explique qu'il existe a priori peu de radiales, 2 fois 3 voies sur l'aire urbaine du Calvados. Et donc, la question qui est posée est celle de savoir si les autocars en transport public express sont modélisés sur voie réservée. Et dans ce cas-là, quid de la congestion du réseau restant? Alors, les infrastructures pour les transports publics express, oui, on les a incluses dans le chiffrage des investissements publics et dans les budgets des ménages. Donc en gros, on dit que les pôles intermodaux sont portés par la puissance publique, alors que tout ce qui est flotte de bus et les infrastructures spécifiques au bus, ça, c'est porté par le privé et donc répercuté dans les prix et donc vers les ménages. Voilà nos hypothèses là-dessus. On n'a pas fait l'exercice de se dire, bah, tiens, pour tant de budget, à quoi ça correspondrait comme réduction des émissions de GES. Ceci dit, on estime avec nos scénarios un coût à la tonne de CO2 évité. Bon, alors, on n'est pas sûr que ce soit linéaire, etc., mais c'est-à-dire qu'on peut quelque part estimer avec tant de budget, voilà combien ça permettrait d'éviter en quantité de gaz à effet de serre. Concernant la réservation de voies rapides, on suppose qu'il y en a. Alors, on n'a pas été regarder précisément où est-ce qu'il y a de la congestion, etc. On a fait l'hypothèse pour toutes les zones, une hypothèse similaire. On imagine que les bus express ne sont pas sujets à la congestion parce qu'on réserve des voies rapides. Alors, c'est vrai que si on réserve une voie déjà existante, ça peut produire de la congestion par ailleurs. Mais l'idée, c'est que sur le moyen terme, cette congestion incite les usagers congestionnés en voiture à prendre les bus express qui circulent à toute vitesse à côté.
et donc à décongestionner. Donc il y a un équilibre à moyen terme qui va s'instaurer. Alors que si on avait construit une nouvelle voie pour le bus, eh bien le bus, quelque part, n'aurait pas eu d'avantage comparatif et ça n'aurait pas incité au report modal de la voiture vers le bus. Donc il faut trouver cet équilibre pour quand même inciter au report modal. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Mathieu Ozano, qui est directeur du Shift. Bonjour à tous, merci Ilana. Ouais, on a pris un peu de retard, donc on va essayer sur cette table ronde qui est toujours un exercice frustrant parce que les intervenants qu'on tâche de faire venir ont beaucoup de choses à dire. Mais là, il nous reste à peu près une demi-heure. Donc j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Cyril Moreau. Vous êtes élu de Rouen, vice-président en charge des transports et de la mobilité d'avenir. Donc c'est vraiment le sujet du jour, et des modes actifs de déplacement sur la métropole de Rouen. J'accueille également Geneviève Kemener, vous êtes fonctionnaire, vous appartenez à la fonction publique, vous êtes chargée de mission Vallée de la Seine à la Dréal, de la région Normandie. Et puis, enfin, bonjour. Et puis enfin, Grégoire Frati. Alors vous, je vous présente monsieur, tout simplement comme membre de la Convention citoyenne pour le climat, ce qui suffit à constituer un titre aujourd'hui. Et ouais, parfaitement. Et on va y revenir. Comme on a peu de temps, je vais vous poser une première question un peu à brûle-pourpoint. Je vais vous demander à tous les trois d'y répondre comme ça un peu spontanément. Nous, on a fait le travail le plus facile, quelque part, au Shift, c'est-à-dire qu'on a documenté un sujet sur le papier. Vous, d'une manière ou d'une autre, votre sujet, c'est comment est-ce qu'on passe à l'action. Donc, ma question, c'est sur ce travail qu'on vient de fournir et qui a vocation à inspirer, on espère, l'action publique. Qu'est-ce que vous retenez? Une information qui vous a frappé, conforté dans quelque chose, ou au contraire surpris dans les résultats qu'on vous présente aujourd'hui? Peut-être on peut commencer par vous, Geneviève Kemener, si vous voulez bien. Une info. Voilà, un truc qui est sorti de cette étude et vous dites, tiens, ça me conforte, ou au contraire, ça me surprend. C'est le potentiel du vélo, je dirais, qui m'a surprise parce que j'imaginais ça comme restant un mode relativement marginal, réservé à une population jeune, sportive par ailleurs, et je me rends compte finalement que le potentiel est beaucoup plus important que ça. Oui, puisque je le rappelle, on définit dans un cadre plus vaste que la bicyclette du dimanche. C'est ça. Même si en Normandie, ça peut être parfois compliqué d'oser chevaucher la petite traîne. Le vallonnement n'aide pas, c'est certain. Le climat non plus. Et le climat non plus, c'est vrai. Voilà ce que je peux dire pour répondre très rapidement à votre question. Ok, bon, on y reviendra un peu dans la vision, peut-être que l'évolution de la vision, que ça peut inciter. Cyril Moreau, même question. Alors, même réponse, mais pas pour les mêmes raisons. C'est Ouais. le vélo. Alors d'abord, je me porte en faux. La météo n'est pas un frein à la pratique cyclable. En 2017, nous avons fait une enquête mobilité et déplacement sur 10 000 ménages. La météo n'était pas ciblée comme un frein. C'est comment je sécurise mon vélo en matière de stationnement, etc. C'est le fait que ce soit vallonné, ça effectivement, mais c'est l'existence d'infrastructures, mais ce n'est l'existence de services vélo, mais ce n'est pas la météo. C'est un faux prétexte. Aux Pays-Bas, ils font du vélo et je ne suis pas certain qu'ils aient un temps sec méditerranéen. Moi, ce qui m'a frappé, c'est votre chiffre. C'est le chiffre de 126 € par habitant et par an. Ce qui est rapporté au budget de la métropole est de 63 millions d'euros. Alors, avant 2014, la métropole consacrait 5 millions d'euros d'investissement. À la fin du mandat, elle en consacrait 7,5 millions. Là, on est très content parce qu'on a décidé de doubler, ce qui est très difficile à mettre en place. On est à 15 millions. Et vous nous dites qu'il faut aller à 63 millions d'euros par an. Et donc, ça m'amène juste à élargir le débat. On a une réunion nationale d'une association qui s'appelle France Urbaine qui réunit toutes les grandes agglomérations, toutes les régions, et on a tous le même constat. Nous n'avons pas l'argent pour mettre en œuvre la transition écologique de la mobilité. Très bien, on va y revenir également, j'espère. Monsieur Frati, Grégoire Frati, même question, même punition, même sanction? Une réaction? Oui, je vais essayer du coup de ne pas avoir la même réponse, même si c'est vrai que le vélo, il y aurait eu beaucoup à dire. Moi, je vais plus arriver avec une interrogation.
Il y a une question ouverte en fait sur la place justement de la livraison du service à domicile parce que on s'est beaucoup posé la question au sein de la Convention citoyenne. Effectivement, c'est une question qui mérite d'être posée et vous avez apporté pas mal de chiffres. Mais j'aimerais les mettre en relation avec d'autres chiffres qui sont ceux de l'artificialisation des sols, l'étalement urbain, la dynamisation des centres de ville, des cœurs de ville. Donc voilà, moi, c'est plus une question ouverte, c'est de dire est-ce que cet impact il est bénéfique, ça on le voit sur les émissions de gaz à effet de serre, mais comparativement à ce aux conséquences que ça peut avoir, est-ce que c'est vraiment l'opportunité première à saisir? Voilà. Ouais, très bien. Bah, ça restera à ce stade en tout cas une question ouverte, puisque là l'objet c'est de faire d'abord vous échanger tous les trois. Si je peux dire simplement peut-être que ce qu'on constate dans les questions de mobilité, et c'est vrai pour tout un tas d'autres problématiques, que comme toujours, tout est dans la mise en œuvre cohérente d'un ensemble. Donc, il y a tout un tas d'outils précieux qui sont faciles, qui se retournent facilement contre vous, en tout cas contre l'objectif d'une politique publique. Alors justement, ce qu'on arrive à décrire, au moins sur le papier ici, c'est un potentiel. On a baptisé notre scénario le cible un peu potentiel max. C'est facile à dire encore une fois sur le papier. Maintenant, je voudrais qu'on aborde un peu la mise en œuvre avec quelqu'un qui représente la fonction publique, un élu, puis un citoyen pas si simple de comprendre tout ça. Donc, comment est-ce qu'on met en œuvre une vision cohérente? Et d'abord, est-ce qu'il existe, peut-être c'est la première question, est-ce qu'il existe aujourd'hui une vision cohérente sur ces enjeux? Peut-être à nouveau, Geneviève Kemener, est-ce que vous avez le sentiment d'articuler une vision cohérente aujourd'hui? Du point de vue de l'État, cette vision cohérente, elle passe par différents moyens. Il y a la loi d'abord. La loi. Ma question est, est-ce que vous semble, sous réserve de votre devoir de réserve, est-ce qu'il vous semble aujourd'hui qu'en tout cas l'État a progressé vers l'articulation d'une vision cohérente, là en tout cas étant la manière dont on la présente, le développement d'une alternative à l'autosolisme? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pour vous est pensé et mis en œuvre de manière cohérente aujourd'hui, ou en tout cas, est-ce qu'il y a du progrès et est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore peut-être? Votre analyse critique peut-être de ça. Je faisais référence à la loi, en particulier à la loi d'orientation des mobilités qui a été adoptée en décembre 2019 et qui veut favoriser, diversifier les mobilités du quotidien pour tous les Français. Et cette loi donne un rôle central finalement aux collectivités, régions et intercommunalités en particulier, pour développer toutes les alternatives à la voiture individuelle, que ce soit à travers les transports en commun, le covoiturage, le transport à la demande en minibus électrique par exemple, et à travers éventuellement, l'étude renforce cette voie à travers le potentiel qui est également identifié en matière de développement du vélo. Voilà, c'est un petit peu ça qui guide, je dirais, la politique générale et qui oriente aussi les collectivités vers d'autres modes d'encouragement à des déplacements différents et qui ne passent pas par le voiture. On voit l'évolution de la conception des pouvoirs publics. Il y a une très forte évolution. On voit aussi qu'il y a un chemin immense encore à parcourir. Cyril Moreau, qu'est-ce que c'est une vision cohérente de la mobilité pour vous et comment est-ce que vous, en dehors des questions d'argent qui sont éventuellement bloquantes, comment est-ce que vous voyez ce que c'est que le développement d'une vision cohérente? Je vais pas répondre exactement à votre question. Je vais répondre à la première. Il n'y a pas de vision cohérente, il y a des religions en matière de mobilité. Vous avez les adeptes de la voiture, vous avez les adeptes du train, etc. Et c'est très difficile d'objectiver, puisque en théorie, les données chiffrées sont censées trancher le débat. Mais le problème, je suis statisticien de formation, c'est que les modèles de mobilité peuvent faire dire tout leur contraire. Et quand vous essayez de savoir si vous pouvez supprimer 2 voies de stationnement pour mettre un tramway ou un bus de côté, le modèle va vous dire non, ce n'est pas possible. Si vous faites ça, vous êtes congestionné. Et si vous le faites sans tenir compte du modèle, vous vous rendez compte que ça passe, parce qu'il y a des reports de trafic, etc. Et du coup, on est sur des positions de guerre de tranchées. Par exemple, sur la métropole de Rouen, on a un projet qui date de l'année 1972, qui est d'un contournement autoroutier. Ça va faire plaisir
à Grégory Frati, puisque c'est l'artificialisation de centaines d'hectares de terres agricoles, c'est une religion. Voilà. C'est 900 millions d'euros. C'est très, très difficile de créer des politiques cohérentes. Mais sur d'autres sujets, tout à l'heure, vos chiffres étaient très, très intéressants. On veut redéployer le train. C'est important. Sauf qu'un train-train, ça coûte 250 millions d'euros pour 5000 voyageurs nouveaux. Voilà. C'est des sommes absolument colossales. Et pourtant, il faut développer le train. Mais notre schéma directeur de mobilité active, c'est développer des pistes cyclables sécurisées, larges, qui permettent de traverser du nord au sud et d'est en ouest la métropole. C'est 100 millions d'euros. Et ce serait 70 000 déplacements. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on est capable de poser des chiffres et donc se dire, est-ce qu'on met 250 millions pour retirer 5000 voyageurs de l'autosolisme ou est-ce qu'on en met 100 pour retirer 70 000 voyageurs? Vous voyez? Donc, on a du mal. À la fin, ce que vous dites, c'est que la politique demeure, quelle que soit la manière dont on arrive à objectiver les questions, c'est une affaire d'opinion au sens étroit du terme. Exactement. Mais la très bonne nouvelle, et je finirai là-dessus, c'est qu'avant ces élections, les 2/3 de mes collègues qui étaient maires s'intéressaient pas trop aux questions de vélo, etc. Depuis cette élection, mon téléphone est harcelé. Pourquoi? Parce que nos citoyens constatent l'urgence et ils les harcèlent. Alors, auparavant, c'était sur les marchés, mais depuis la Covid, ça marche beaucoup moins bien. Mais en permanence, leurs élus pour exiger des pistes cyclables, pour exiger des transports en commun. Cyril Moreau, est-ce que la question considérable. Est-ce que la question des budgets, là, on identifie un potentiel de réduction des budgets de mobilité, notamment grâce au vélo. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho du point de vue de vos administrés, si j'ose dire? C'est fondamental, mais d'ailleurs, auparavant… Mais ça vous est dit, on peut avoir du vélo parce qu'on veut pouvoir économiser de l'argent. Non, mais pour tous les changements de comportement, alimentation, déchets, énergie, bien sûr, sauver la planète, c'est important, mais le budget est fondamental. Donc, c'est aussi valable. Et ça mais ça, c'est pas quelque chose… Alors, vous en êtes sans doute conscient, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel le discours public s'est appuyé jusqu'à présent. On dit il faut faire du vélo parce que c'est bon pour la santé. On n'a pas beaucoup dit vous allez économiser des centaines d'euros par an. Non, même au moment de la crise des Gilets jaunes, ça n'a pas été dit. Oui, mais au moment de la crise des Gilets jaunes, on a fait des porte-à-porte sur 4000 logements et tous nous disaient économie d'argent dans des quartiers populaires. Donc, ce n'est pas dans le discours, c'est dans la tête des gens. C'est pas statistique fiable, mais 4000 porte-à-porte, ça commence à donner un chiffre. Ouais, c'est intéressant. Grégoire Frati, alors, est-ce que dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, il vous semble que vous avez articulé une évolution cohérente? D'ailleurs, dans vos propres débats, j'imagine notamment cette question des budgets. Exactement, et je vais revenir sur ce qui vient juste d'être dit, parce que c'est tout à fait vrai. Il y a une vraie notion de justice sociale, justement, dans cette notion de cohérence. Et nous, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en avant, parce que c'est revenu tout de suite, en fait, dans nos discours, c'est de se dire que utiliser son propre véhicule, en fait, ça coûte beaucoup plus cher pour quelqu'un que d'utiliser des transports collectifs ou de la mobilité douce. Et ça, tout de suite, c'est arrivé. Et vu qu'on avait un mandat tant climatique que de justice sociale, et ben, tout de suite, on l'a pris en compte dans nos débats. Ensuite, pour nous, je suis assez d'accord, il y a cette notion où c'est presque de la religion, mais en fait, il y a tout un discours d'adaptabilité à faire. Il y a une cohérence à avoir entre les acteurs, que ce soit les citoyens, les entreprises, les collectivités. Et c'est ce dialogue-là qui donnera en fait l'écho du possible et de ce qu'on pourra effectivement mettre en place. Et c'est ça, c'est en mettant en cohérence les acteurs, puis ensuite en mettant en cohérence les moyens, parce que bien sûr, il y a une question de moyens, il y a une question d'investissement, il y a une question de savoir pour qui c'est bon. Si c'est bon pour la planète, si c'est bon pour la collectivité, si c'est bon pour le porte-monnaie, tous ces facteurs-là sont à prendre en compte pour qu'on puisse y aller, pour qu'on puisse le faire. Bah oui, à ce moment-là, on pourra mettre ça en place. Et au sein de la Convention citoyenne, on a établi différents leviers. Je ne vais pas tous les citer parce que je vous assure, on en a beaucoup sur le déplacement. Mais le jeu de la cohérence des acteurs, on en parle beaucoup, d'avoir des plans de mobilité qui soient obligatoires, même au sein des entreprises, qu'on puisse faire discuter les acteurs entre eux, c'est-à-dire collectivités, citoyens, entreprises, qu'on puisse développer ce qui est utile sur le territoire. Les territoires ne sont pas égaux entre eux, il faut se rapprocher au plus proche du territoire pour voir quel est le besoin, parce que certains territoires vont avoir certaines mobilités plus développées que d'autres. Donc voilà, cette cohérence, cette adaptabilité, c'est vraiment au cœur en tout cas au niveau citoyen, de ce qu'on imagine devoir faire pour arriver à quelque chose de durable et qui profiterait à tout le monde.
Merci. Je voulais revenir sur cette notion d'élargissement du champ des possibles, finalement, sur ce qui est possible d'entreprendre dans les politiques publiques. Geneviève Cavalier, qu'est-ce que ça vous inspire, là, les remarques qui viennent d'être faites par M. Moreau et M. Frati? Est-ce que vous avez la sensation, de par votre expérience, qu'il y a une évolution de ce champ des possibles? Oui, ça c'est très clair, effectivement. Bon, les outils existent, je dirais. La difficulté du sujet, c'est qu'on est en fait dans un système de responsabilité collective qui est toujours un peu impalpable et difficile à sectoriser parce que tout est dans tout finalement. Et que c'est une vraie difficulté que de ne pas identifier facilement les bonnes personnes qui vont mettre en place les bons moyens dans un système général où tout le monde est un peu responsable. Donc, oui, on a les outils, bien sûr, il y a des questions de moyens. Il y a une question, si vous permettez, il y a une question encore une fois peut-être de cohérence. On n'a pas tout à fait la sensation qu'on est arrivé à un stade où l'État identifie que pour la mobilité quotidienne, le modèle archi-dominant de l'autosolisme, j'allais dire, si j'ose dire, un peu l'ennemi à abattre. Ça, c'est pas conçu, c'est pas pensé comme ça aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un des freins finalement à mettre en œuvre une évolution cohérente? Ou est-ce que c'est pas comme ça que le problème doit se poser? Je pense quand même que les mentalités changent. Alors, c'est vrai que c'est difficile, ça reste difficile pour tout le monde de se séparer de sa voiture et de trouver d'autres moyens de mobilité. Le fait que le pétrole soit peu cher n'est pas non plus n'a pas d'effet d'impulsion et ne permet pas complètement de convaincre un certain nombre de personnes qu'il serait bon d'abandonner la voiture. La taxation des carburants, on a vu que c'était aussi un sujet à risque, puisque c'est ça qui a déclenché finalement la crise de 2018 avec les Gilets jaunes. Donc voilà. C'est aussi, si je peux me permettre, l'absence d'alternative, en fait. On a beaucoup entendu, enfin personnellement, moi j'ai entendu beaucoup de Gilets jaunes ou de sympathisants dire on nous augmente les prix de l'essence, mais où est l'alternative? Où sont les infrastructures publiques qui me permettent de faire un autre choix si je veux aller par exemple d'Yvetot au Havre tous les jours et que le train ne fonctionne pas correctement, par exemple? Où est mon alternative? Est-ce que ce n'est pas aussi la question qui est posée? Oui, pour un certain nombre de territoires, on a effectivement cette absence d'alternative qui reste une difficulté. L'étude du Shift Project cible essentiellement des territoires périurbains. On a en retrait de ces territoires un certain nombre de zones où les transports en commun sont inopérants et donc ne donnent pas d'autres solutions aux gens qui ont besoin de se déplacer que d'utiliser leur voiture. Et ça, effectivement, c'est une difficulté sur laquelle on aura du mal à trouver à mettre en place des solutions dans des conditions économiques acceptables. Donc la cible, effectivement, elle est plutôt dans le périurbain et c'est là qu'il y a des choses à faire et des moyens à mettre en œuvre pour encourager les gens et pour donner des solutions pratiques aux gens qui voudraient trouver d'autres solutions pour se déplacer que d'utiliser leur voiture personnelle. Ok, très bien. Qui veut réagir à ce qui vient d'être dit là? Et puis en plus, ensuite, on passera aux dizaines de minutes de questions-réponses. Une toute petite réaction, parce que moi, je pense que le débat est peut-être un petit peu plus profond que ça, parce que on sent bien que justement, cette idéologie de la voiture, elle est profonde, et quand on essaye de promouvoir justement des méthodes alternatives au niveau gouvernemental, nous, on le porte en ce moment à travers nos mesures qu'on porte auprès du ministère des Transports ou auprès même du président de la République. On sent qu'elles ont du mal, à s'infuser, à se diffuser, parce que on a tout de suite l'impression qu'on doit être contre la voiture, alors que l'idée, c'est pas être contre la voiture, c'est utile, on en a besoin. Moi, je suis en Normandie, dans un petit village, oui, j'en ai besoin, mais on peut faire autrement s'il y a de l'investissement, s'il y a de la volonté publique, s'il y a de la volonté politique. Et c'est ça qu'on demande, en fait. Et concrètement, moi, j'ai fait le défi depuis le début de la convention. Ça fait 9 mois que je n'utilise plus ma voiture. Bah, c'est galère parce que concrètement, il n'y a pas les investissements, il n'y a pas les lignes de bus qui correspondent aux lignes de train. Il n'y a pas justement cette intermodalité qui est parfaitement mise en œuvre et qui permettrait d'avoir ces solutions. Et quand on les demande de les développer, on a l'impression de vouloir détruire le secteur de l'automobile, alors qu'au contraire, ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est autre chose. C'est développer le développement, c'est développer la mobilité
et en réfléchissant à tous les modes de modalité. La voiture est une modalité, mais ce n'est pas la seule, ce n'est pas l'unique. Il faut aller plus loin, il faut faire autre chose, il faut proposer d'autres choses. Le citoyen, je pense qu'il est prêt. Et la crise des Gilets jaunes, effectivement, c'était de dire ça, c'est pas acceptable, mais proposez-nous autre chose. Et c'est cette autre chose qu'il faut proposer. Il ne faut pas simplement se dire, voilà, ils se sont braqués parce que la voiture, c'est sacré. Non, on peut faire autre chose que la voiture, mais il faut nous donner les solutions. Et après, peut-être qu'on pourra taxer le carburant. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on n'a pas traité la taxe carbone au sein de la Convention, parce qu'on s'est dit, peut-être plus tard, mais ce n'est pas le moment. D'abord, développons les incitations, développons ce qui peut aider les gens, les citoyens, et après, on pourra peut-être les contraindre. Ouais, très intéressant. Bon, on va s'arrêter là malheureusement. On va prendre quelques questions des gens qui nous écoutent. Peut-être la première, pour rester sur des questions de porte-monnaie, elle s'adresse sans doute à Madame Kevener. Alors je la lis telle quelle. La région Normandie prévoit-elle des mesures financières pour inciter le changement de pratique? Par exemple, une indemnisation au kilomètre pour les personnes qui font l'effort de faire le trajet domicile-travail à vélo plutôt qu'en voiture. Alors, je n'aime pas me prononcer pour la région, mais côté État, un forfait mobilité durable en fait a été mis en place. Les décrets datent de mai 2020, donc ils sont encore assez récents. Le calendrier a coïncidé un peu par hasard avec celui du déconfinement. On parle de quel montant? Vous pouvez préciser? Alors, le montant maximum est de 400 € par an. Et l'objectif est d'encourager, donc c'est l'employeur qui paye, là en l'occurrence, et l'objectif est d'encourager l'utilisation de modes de transport alternatifs à la voiture, donc que ce soit les transports collectifs, le covoiturage, ou les mobilités douces. Donc voilà, c'est un dispositif qui existe et qui est un encouragement finalement à l'utilisation d'autres modes de déplacement que celui de la voiture individuelle. Ok, très bien. Seconde question, je l'adresse à Cyril Moreau. J'avais envie de vous la poser, elle vient des gens qui nous écoutent. Ne serait-il pas temps, alors je la lis telle quelle, à nouveau, je la livre telle quelle, ne serait-il pas temps d'assumer des politiques anti-voiture? J'ajoute tout de suite en addenda. Vous allez me dire que oui, il est grand temps, mais je voudrais peut-être que vous me répondiez plutôt en tant qu'élu aujourd'hui qui tâche de convaincre des concitoyens. En tant que représentant d'une idéologie politique, maintenant aux affaires et de plus en plus sans doute dans les prochains scrutins, comment est-ce qu'on fait pour convaincre ces concitoyens qu'il faut dépasser le modèle de la voiture individuelle pour les transports quotidiens? Je transforme un tout petit peu la question. Effectivement, je ne porterai pas un discours de politique anti-voiture parce que, comme ça l'a été dit, il y a des gens qui vivent dans zone rurale et qu'en zone rurale, on n'a pas d'autre solution que de se déplacer en voiture. Donc, c'est l'autosolisme qui pose un problème. Sur la métropole de Rouen, sur 100 déplacements, il y en a un qui est fait en covoiturage. Voilà, donc, on mesure l'ampleur du problème. Il faut deux choses. Une première qui a été évoquée, des alternatives, et une deuxième, des contraintes. Si vous laissez en centre-ville de Rouen le stationnement gratuit et vous laissez toutes les voies de circulation qu'il faut, vous aurez beau mettre toute l'offre de transport en commun, les gens continueront à venir en voiture. Par contre, ce qu'on va s'apprêter à faire des zones à faible émission qui interdisent des gens qui ont des vieux véhicules de venir sans leur donner le moyen de changer leur véhicule ou sans avoir d'alternative, ça c'est une très mauvaise solution qui nous appelle la saison 2 des Gilets jaunes. Si on fait la ZFE avec une vignette critère 3 sur Rouen, c'est 150 000 véhicules. 150 000 véhicules. Donc, vous voyez, si on veut mettre 1 000 € d'aide, c'est 150 millions. Si on met 5 000 € d'aide, c'est 750 millions. Voilà. Donc là, on a une difficulté. Et je finirai en disant, l'État a mis 15 milliards pour l'aéronautique, 10 milliards pour l'industrie automobile. Quand est-ce qu'il met des sommes équivalentes pour aider aux alternatives à l'autosolisme? Le développement, je me permets de prolonger un petit peu cette question. Alors, elle dépasse sans doute votre champ de responsabilité, mais c'est une question qui est à mon sens majeure. Alors, c'est difficile de développer des alternatives en milieu urbain plus ou moins dense. Comment est-ce que la question qu'on a initialement adressée au Shift Project, qui est celle de la grande périphérie urbaine, est-ce que celle-là, elle est encore plus hors de portée des politiques publiques aujourd'hui, à votre sens, précisément toujours dans cette idée de développer des alternatives praticables à l'autosolisme?
Alors, grande périphérie urbaine. Oui, mais je pense qu'on peut quand même agir. On est en train de travailler, par exemple, sur une offre d'autopartage par centre-bourg, une offre d'autopartage, donc apporter une solution de mobilité sur le véhicule. On est en train de travailler sur des solutions de navette rapide. Je pars d'un centre-bourg, je ne m'arrête pas et je vais directement soit à la gare, soit au parking relais qui est lié au transport en commun, plus des solutions de covoiturage. Donc, c'est plus difficile, mais y compris, on peut apporter des solutions techniques et des solutions qui sont avec de l'investissement public. À la fin, on ne va pas se cacher la problématique, tout va se jouer dans des applications. C'est-à-dire, est-ce qu'on va réussir à utiliser des applications simples et qui sont fonctionnelles et qui vont faire qu'à un moment donné, les gens vont dépasser les barrières sociales qu'ils ont à partager le même espace ou pas? Parce que je pense que ce n'est pas un point complètement bloquant, parce que moi, je suis frappé, je termine là-dessus. Dans la période de la Covid, on a eu un effondrement du transport en commun. On est tombé à moins 70% au pire moment. Le transport à la demande, on a eu moins 10%. Donc, on voit qu'il y a un paradoxe. On pense que les gens n'aiment pas monter dans un véhicule où il y a une autre personne, mais dans la Covid, ça n'a pas été le frein de blocage. Et Grégoire Frati, alors la question vient, est-ce que tout à l'heure vous avez humblement évité de nous décrire ce que vous allez chercher à proposer comme vision cohérente dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat? Alors, la question vient, est-ce que vous pouvez vous tenter ça en quelques minutes? Donc, vous êtes un professionnel de la communication, en tout cas très aguerri. Je vais faire de mon mieux. Je peux citer certaines des mesures qui, d'ailleurs, hein, quand on les propose au gouvernement, parfois certaines font, alors qu'on pourrait penser qu'elles font consensus, ont du mal à passer. Nous, ce qu'on propose, très concrètement, on propose de créer des parkings relais, justement. Alors, je vais d'abord parler en fait des incitations pour arriver, et comme le disait M. Moreau, parce qu'il y aura forcément besoin de coercition derrière ou d'interdiction. Mais d'abord, ce qu'on propose, c'est des incitations. Création de parkings relais, augmenter le fonds vélo, on a demandé à ce qu'il soit quadruplé, quintuplé, enfin, il faut qu'il y ait un vrai investissement de fonds, de généraliser les aménagements des voies réservées pour les véhicules partagés, pour les transports collectifs. Donc, on souhaite vraiment tout faire pour dynamiser, on va dire, les méthodes alternatives. Et après, on proposait, nous, de supprimer l'accès aux véhicules dans les centres-villes ou de diminuer la vitesse à 30 km/h. Et certaines de ces propositions sont retenues. On l'a vu pour les ZFE, ce sera repris. Il n'y aura plus les véhicules les plus émetteurs qui auront accès. Nous, on demandait à ce que ce soit généralisé à tous les centres-villes parce que ça permet le développement de l'économie locale. Ça a été montré dans plusieurs villes et ça permet de mieux respirer parce qu'il n'y a pas que le climat, mais il y a aussi toute la biodiversité et l'environnement qui va derrière. On propose tout ça dans une cohérence aussi locale où on demande à tous les acteurs de s'impliquer. On demande à ce qu'il puisse y avoir des accords intra- ou inter-entreprises pour permettre de développer les méthodes alternatives. C'est-à-dire que ça soit pour aller chercher les salariés, on puisse développer des navettes de bus qui ne soient pas forcément celles des collectivités. On demande à ce que l'ensemble des acteurs puissent en fait s'impliquer pour pouvoir proposer eux-mêmes des alternatives, parce qu'on se rend compte que en fait, les alternatives, il y a plein de bonnes idées, mais c'est jamais ceux qui ont les idées qui les appliquent. Et pour finir, parce que s'impliquer, ça veut dire quoi? S'impliquer, ça veut dire être des acteurs, c'est-à-dire mettre en place, c'est-à-dire les entreprises. Concrètement, ce sont des organismes qui ont besoin de faire venir des salariés, qui ont les besoins de se dire, voilà, là, à telle heure, j'ai tant de déplacements à faire. Si la collectivité, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des modalités, ils peuvent eux-mêmes s'organiser avec des entreprises du coin ou avec leurs salariés pour mettre en place des méthodes de covoiturage, des méthodes de déplacement collectif, faire des navettes de vélo, c'est-à-dire on y va à plusieurs, ça se sécurise. Ce qu'on demande aussi, et on a vu avec le Covid, c'est en fait de développer les choses. Et on a vu avec le Covid, c'est toutes les voies vélo qui se sont installées, qui étaient là pour être temporaires. On a vu en fait, on demande à ce qu'elles soient pérennisées parce que en fait, en mettant à disposition, les gens se saisissent de la question et se saisissent de l'opportunité qu'on leur offre. Donc, il faut savoir aussi être un peu proactif, savoir se bousculer. Et à partir de là, je pense qu'on arrivera à développer les méthodes alternatives. Mais encore une fois, l'idée, je pense, ce sera d'impliquer tout le monde. J'insiste vraiment là-dessus, mais après, c'est au cœur de la Convention citoyenne, c'est de se dire, écoutons les acteurs et écoutons les citoyens, parce qu'en fait, les bonnes idées, elles existent. Il faut juste les trouver. Très bien, je vais user de mon autorité d'animateur pour déclarer que ce sera le mot de la fin, pour ce débat en tout cas, et ce qui me permet de laisser la parole pour un mot de conclusion
de quelques minutes à Monsieur le préfet Philizot, donc qui est délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine et qu'on doit remercier ici puisqu'il nous a accompagnés sur l'ensemble de ce projet, pour lequel je crois pouvoir dire qu'il a marqué un grand intérêt. Monsieur Philizot, Monsieur le préfet, on comprend, enfin moi j'observe là qu'on a, moyennant la mise en œuvre d'une action cohérente, un champ des possibles qui s'ouvre de manière assez remarquable, je pense, aujourd'hui. Quel est votre mot de la fin par rapport à ce travail? Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui vous inspire, s'il vous plaît? Merci de m'accorder quelques minutes, mais merci au Shift Project pour à la fois tout le travail accompli pendant cette année où nous avons avancé ensemble, cheminé ensemble, et je pense que nous aurons d'autres occasions d'ailleurs d'échanger dans les semaines et les mois qui viennent. Merci d'avoir organisé de temps d'échange et de débat, et je constate que le sujet draine l'attention et attire des auditeurs, même dans des conditions qui ne sont pas nécessairement toujours les plus faciles. Une première observation que je fais est d'abord pour exprimer un peu d'inquiétude en écoutant M. Moreau, mais je sais ce qu'il voulait dire, qui évoquait les limites des modèles et des approches par calcul différents de ce que peuvent donner telle ou telle opération en matière de transport. Chacun a conscience que les hypothèses qu'on fait entrer dans un modèle déterminent en partie ses résultats. En même temps, le travail qui a été présenté ce soir et qui repose pour une part sur des approches de ce type-là est essentiel pour éclairer le champ des possibles, les conséquences de telle ou telle évolution. Et on constate d'ailleurs à travers les réponses à votre première question qui suscitent des réactions, qui suscitent des surprises et donc qui nous bousculent et qui nous conduit à réfléchir de façon un peu différente. Je pense qu'il est indispensable d'avoir des travaux de ce type-là pour savoir comment construire des politiques publiques. Il était d'autant plus intéressant de le faire qu'on a eu un champ géographique qui n'était pas nécessairement le champ habituel, notamment avec une tentative pour traiter au moins le périurbain, le rural profond, comme on disait à une époque, ou éloigné des villes, comme on le dit aujourd'hui, est un terroir très spécifique en matière de transport et très dominé, ça a été évoqué par la voiture, même si depuis 25 ans, 30 ans, on essaye d'y faire du transport à la demande et on en fait un peu. Mais je pense que nous avons ouvert des horizons géographiques qui ne sont pas tout à fait ce qu'on traite d'habitude et en même temps éclairer les conséquences que peuvent avoir telle ou telle évolution des pratiques, à la fois pratiques individuelles et pratiques des politiques publiques. Parce que c'est un autre intérêt, et cela est très bien sorti du débat, c'est de montrer que l'appréciation, les déterminants du choix, l'appréciation des gains, les gages de succès reposent sur cette vision à la fois de ce qui est ressorti de la sphère publique, la politique d'investissement, la politique de tarification, la politique de réglementation en fonction des interdictions qu'on peut mettre aussi, mais de l'évolution des comportements sociaux, des appréhensions des uns et des autres, de la peur que peut susciter tel ou tel modèle. Vous avez évoqué à juste titre le fait que les Néerlandais n'avaient pas peur de rouler en vélo quand il fait froid, même si c'est un peu, il faut porter des gants et un bon bonnet, hein, bien évidemment. Et même les Danois. Les Danois non plus, d'ailleurs, il fait encore plus froid au Danemark qu'aux Pays-Bas. Mais les difficultés d'appréhension des enjeux, pour reprendre, jouer un peu sur les mots, comprendre ce que signifie une évolution de sa pratique de transport et notamment tout ce qui tourne autour des enjeux financiers et de la mesure du temps est important. Voir que se déplacer en vélo, si on a un vélo électrique, alors il faut se le payer, le vélo électrique. L'État aide d'ailleurs à l'acquisition de vélos électriques. Ça n'induit pas un temps de trajet supplémentaire que la pratique de la voiture. C'est quelque chose qui surprend la plupart de nos concitoyens, tellement on imagine qu'en vélo, de toute façon, on ira moins vite qu'en voiture. Donc il y a à travailler sur ces deux cibles, le rôle des autorités organisatrices de mobilité, le rôle de l'État, donc le rôle de la sphère publique et la capacité à la fois écouter et faire comprendre des choses à l'usager. Parce que si on veut réussir des changements profonds, et nous avons besoin de changements profonds, je crois que tout le monde en était conscient autour des écrans en cette fin d'après-midi, et il faut agir et agir de façon rapide. Ce qui conduit à nous poser la question de la diffusion et de l'usage qu'on peut faire de ces travaux. Je l'évoquais très rapidement avant le début de la réunion avec Nicolas Raillard.
Nous avons là des données qui sont nombreuses, une mise en ligne, bien évidemment, on met des tombereaux d'informations en ligne aujourd'hui. On se demande un peu comment on arrive à toutes les consommer d'ailleurs, mais ça c'est une interrogation générale. Mais je pense qu'il faut que nous réfléchissions à la façon d'aller plus loin pour porter en direction en particulier des autorités locales de façon large les résultats de ce travail et assurer sa diffusion fine et faire en sorte qu'il instille des changements dans les politiques publiques, voire qu'ils conduisent à les changer profondément dans un effort dont on mesure bien qu'il doit marier une approche d'infrastructure, une approche de service. La question du vélo, par exemple, pour prendre un sujet que j'aime bien, j'ai participé à la première manifestation en France, à Paris, sur les droits du vélo dans la ville en 1975. Donc, j'ai une certaine antériorité, ce qui prouve aussi que je commence à être âgé au passage. Mais c'est une question d'infrastructure et la progression des pistes cyclables, même si on a encore beaucoup à faire, ou des voies cyclables de façon plus générale, ou des voies apaisées, etc. Tous les termes de la terre est quelque chose de très important. Mais dans ma ville de banlieue, 85 000 habitants, il n'y a plus un seul réparateur de vélo donc, et plus un seul marchand de vélo. Donc la question du service, s'il faut que vous fassiez 7 ou 8 kilomètres pour aller dans tel magasin le plus proche d'une grande marque pour avoir une chance de trouver des patins de frein, par exemple, est une question qui est posée. C'est tout bête. Donc il faut réussir à réfléchir en même temps sur ces deux aspects. Qu'est-ce que ça signifie en termes d'infrastructure? Qu'est-ce que ça signifie en termes de services? Et donc avoir une vision globale des transports qui repose sur cet échange, à la fois échange entre les autorités publiques et puis échange entre ces autorités publiques et les usagers, parce que ce sont les usagers qui feront, et leur comportement qui feront le succès de la politique publique. En tout cas, merci de nous avoir permis de disposer d'éclairages qui me paraissent tout à fait important pour faire évoluer nos pratiques dans un temps où on voit que les choses peuvent changer beaucoup plus vite qu'on l'imaginait, entre prise de conscience collective et événements divers et variés. Et on crée des formes de rupture. Alors, on parle beaucoup de rupture aujourd'hui, c'est un mot qui est devenu un peu un mot bateau, mais on mesure la capacité à changer et en fait que les réserves sont plus importantes qu'on ne le pensait. Merci infiniment, Monsieur le Préfet. D'un mot, avant de laisser le mot de la fin à Ilana, je dois dire que toute cette vision qu'on tâche de documenter au Shift sur l'évolution de la mobilité, bon, ça fait longtemps qu'on y travaille, qu'on la peaufine, on est très heureux d'avoir pu la tester aussi finement que possible, et je félicite en passant Paul et Nicolas pour leur travail. Je me permets de le faire publiquement. Simplement pour vous dire également que cette vision qu'on tâche d'articuler, elle trouve sa place dans un travail, un assemblage de puzzles qu'on tente de faire là au Shift, un projet qu'on a très humblement appelé Plan de transformation de l'économie française. On tâche le travail qu'on vient de faire a une grande utilité pour nous pour arriver à documenter l'une des pièces du puzzle qui est celle de l'évolution de la mobilité quotidienne. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé ou consacré votre attention et votre temps pour nous écouter. Et Ilana, je te laisse le mot pour la conclusion. Oui, je viens de mettre le lien vers le plan de transformation de l'économie française, justement. L'ébauche, le chantier. L'ébauche, bien sûr. On commence à travailler. C'est un an de travail pour nous deux. Ouais, bon, du coup, c'est la fin de ce webinaire. Il est 19h30 pile, incroyable. Alors, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des intervenants et bien sûr les centaines de participants. Je rappelle que la publication est disponible sur notre site theshiftproject.org sous la forme d'un rapport complet et de 5 synthèses de 9 pages chacune, une pour chaque zone géographique étudiée. Donc surtout, n'hésitez pas à diffuser ces travaux dans vos réseaux pour qu'ils aient un impact sur les politiques publiques, comme l'a dit très justement Monsieur le Préfet. Et par ailleurs, ce webinaire a été enregistré et le replay sera mis en ligne d'ici vendredi sur notre site, donc n'hésitez pas à le diffuser également. Voilà, merci à tous et à toutes et à très bientôt. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.